Il n'y a pas qu'un chemin, hein. Il n'y a pas qu'une vérité. Il y a plein de modèles différents et c'est ce qui rend d'ailleurs la beauté, c'est cette force collective, c'est ce qui rend la force d'une entreprise. Si c'est que one man show et puis qu'on n'a qu'une personne, puis on sait tout, on sait mieux que tout le monde. Il faut un peu de vision, il faut du drive, il faut des fois un peu il faut arbitrer de temps en temps. Ça, il n'y a pas le choix, c'est le rôle du patron. Mais par contre, il faut quand même que les gens puissent s'exprimer et leur laisser beaucoup de place parce que moi je suis toujours impressionné qu'on laisse de la place aux gens comme ils grandissent. C'est clair que si on les enferme, ils n'osent pas prendre leur place. Dans la suite de l'épisode, j'ai échangé avec Grégory Ferret pour la deuxième fois sur ce podcast. Grégory, c'est un entrepreneur dans l'âme. Il a cofondé Silicom Group en 2019 pour prendre la direction générale et la présidence du conseil d'administration en début de cette année, donc en 2024. Et il a donc quitté ses fonctions de CEO du groupe Quali Broker fin 2023. Pour cette troisième collab avec IFJ, et si tu ne le sais toujours pas, IFJ, c'est une entreprise qui soutient la création d'entreprises. Avec Grégory, on a parlé des raisons qui l'ont poussé à changer de fonction, on a parlé de ses motivations, on a parlé de son organisation, sa gestion du temps et bien d'autres points. Bienvenue sur mon podcast et je te souhaite un excellent épisode. Grégory, il y a 8 mois, tu annonçais ton départ de Quali Broker sur LinkedIn et tu disais « Je suis très fier d'avoir cofondé un groupe qui, après plus de 10 rapprochements, donc acquisitions, est devenu l'un des acteurs principaux du courtage en assurance de Suisse. » Pourquoi avoir quitté le groupe et être passé chez Silicom Group ? C'était le fruit d'une longue réflexion. En effet, comme je l'ai mentionné, j'ai travaillé plus de 10 ans. En fait, j'ai cofondé ce groupe Quali Broker qui a eu en effet un fort succès. On a eu un énorme plaisir à développer cette entreprise. Mais après un certain temps, il faut savoir que Quali Broker a été également revendu à un groupe aujourd'hui qui est un groupe international dans le domaine du courtage en assurance. Et ce qui fait que naturellement, elle devait s'organiser, se structurer et rentrer dans un groupe d'une taille plus importante. Et moi qui suis un pur entrepreneur, au bout d'un moment, je ne me retrouvais plus dans l'organisation, dans le fonctionnement, même si j'avais toujours autant de plaisir à travailler avec mes collègues, je m'entendais très bien avec les gens du groupe, mais par contre, personnellement, il me manquait quelque chose, il me manquait une étincelle, et j'avais 42 ans, j'avais besoin de retrouver cette étincelle. Et comme j'avais la chance d'être entre guillemets un des actionnaires principaux et d'avoir également cofondé Silicom, ça paraît assez naturel de basculer pour redevenir à l'entrepreneuriat, une entreprise qui était plus petite, à taille humaine, et qu'on pouvait faire grandir à nouveau. Et c'était ce challenge-là qui m'a animé à nouveau. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de changer et de faire ce virage, mais qui n'était pas simple. Émotionnellement, c'était loin d'être simple, c'était très très difficile à faire. Mais aujourd'hui, j'en suis très content, même si j'ai pas mal de fois hésité en me disant « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» on va en parler, mais avant qu'on continue, Grégory, qui es-tu ? Donc aujourd'hui, maintenant, j'ai un an de plus, donc j'ai 43 ans aujourd'hui. Je suis marié, j'ai 2 enfants, une fille de 11 ans et un fils de 7 ans. Donc personnellement, je suis vraiment un passionné d'entrepreneuriat. Donc c'est toujours ce qui m'a animé. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 22 ans. J'adore également le sport. J'ai fait la chance de faire beaucoup de volleyball à un bon niveau au niveau suisse. Et c'est vrai que j'aime cette côté compétition. Et j'aime également tout ce qui est réseau, écosystème, rencontre avec les personnes. J'aime cette énergie des autres gens qui créent, qui avancent, qui construisent. Je trouve qu'en Suisse romande plus particulièrement, on a vraiment une belle dynamique. Et il y a des belles choses à faire. Il y a un gros potentiel dans notre marché. Et je trouve qu'il y a tout à faire pour en profiter et utiliser ce potentiel. Et donc, Silicom Group, entreprise ou groupe qui est dans l'IT. Oui. Donc, qui est assez différent du monde vraiment du courtage à proprement dit. Sur le métier, c'est complètement différent. Exactement. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais en tout cas, tu as cofondé le groupe, tu étais président du conseil d'administration. Une question que je me posais maintenant, aujourd'hui, toi qui as rejoint dans l'opérationnel, donc en tant que CEO maintenant, est-ce que tu as gardé cette casquette de président du conseil d'administration ? Alors, à court terme, je me suis clairement posé la question, et avec les autres actionnaires, en se disant est-ce qu'on prend un autre président ? Mais on s'est dit quand même, dans un premier temps, comme il y a pas mal de travail de réorganisation, de restructuration, pour gagner un petit peu, garder de la vitesse,
pour l'instant, j'occupe les deux rôles. Donc, Ok. je suis toujours président, également donc CEO, alors et également actionnaire. Alors, ces fameux, voilà, il y a les 3 P qu'on dit toujours, c'est pas toujours idéal. Mais mon idée, quand même, à terme, c'est de construire un conseil d'administration un peu plus solide avec des gens externes. Je suis en train de travailler dessus avec un objectif qu'en 2025, on a un conseil d'administration plus solide avec des indépendants également comme administrateurs. Est-ce que je garderai la présidence ou pas? Aujourd'hui, j'ai pas encore, voilà, on n'a pas encore pris la décision, mais ça nous semblait assez naturel dans un premier temps de rester dans ce modèle-là voilà, pour être très efficace, très rapide, parce qu'on a beaucoup de transformations à mener, donc on veut garder cette dynamique. C'est une question que je me posais parce que justement la première fois qu'on s'était eu, qu'on Bien avait sûr. fait notre épisode, justement tu avais bien parlé de segmenter, séparer ces casquettes-là. Ou, et ça c'est quelque chose que j'avais retenu, si tu as ces deux positions-là, vraiment te mettre dans la peau de la position dans laquelle tu es en train de prendre. Donc, si tu es le Grégory CEO, tu es le Grégory CEO avec la casquette CEO et potentiellement tu vas plus être dans l'opérationnel. Par contre, si tu mets la casquette Grégory président du CA, bah là c'est une autre casquette que tu dois mettre et c'est une autre vision, une autre stratégie que tu dois avoir. Alors c'est clair, c'est un peu schizophrénique. Ouais, c'est ça. Alors, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye en tout cas dans le quotidien de respecter les gens qui sont au conseil d'administration. Et c'est qu'il m'arrive d'avoir en effet un comité de direction où je vais expliquer ce qu'on est en train de faire, et dans une validation même du comité de direction, mais quand même le passer après derrière au conseil d'administration. Des fois, ça se fait même par email pour avoir une validation de principe et pour respecter vraiment chaque gouvernance et chaque entité dans l'entreprise. Naturellement, en ayant les deux casquettes, avec la vitesse qu'on veut avoir, en ce moment, il y a des fois des raccourcis où ça va un peu plus vite, ou peut-être des fois trop vite. C'est pas parfait, clairement, c'est pas toujours parfait. Mais j'essaie vraiment de respecter cette dynamique-là. Et c'est pour ça que je pense quand même qu'à terme, on aura à un moment donné un président qui sera. Si je reste en tant que CEO, il y aura un président au niveau de Silicom qui ne sera pas moi. Je resterai administrateur ou administrateur délégué, parce que ce sera plus sain pour l'environnement. Mais de nouveau, quand on est sur une reprise comme ça, avec beaucoup de transformations, on a quand même mettre un président extérieur, par exemple, dans cet environnement-là, ce serait vraiment pas un cadeau pour lui parce qu'on perdrait beaucoup de temps dans l'échange, dans le partage. Et là, il faut un petit peu, faut avancer, quoi. Là, il y a eu du travail à abattre et on avance avec les équipes pour abattre ce travail. Et dès que ce sera un peu plus stabilisé, on pourra vraiment travailler sur la gouvernance et l'organisation, je dirais la haute gouvernance. Quand tu dis qu'en 2025, c'est pas encore clair si tu resteras président ou pas, donc c'est dans l'idée que potentiellement tu gardes les deux ou potentiellement en fait tu requittes la position de CEO ou... Non, je requitterai la position plutôt de président. Ok, C'est-à-dire que ok, le CEO, je le garderai, c'est sûr, parce que d'accord. c'est vraiment ma volonté d'être dans la durée et puis d'être dans l'opérationnel. Mais au niveau de la présidence, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, Mhm. prendre quelqu'un d'externe qui le ferait très bien. J'ai plein d'idées en tête de gens J'imagine. magnifiques qui pourraient nous rejoindre et qui pourraient le faire très bien. Et tu as cité les 3 P. Ouais. Quels sont ces 3 P? Je l'ai plus en anglais, mais c'est vraiment cette approche où on devient actionnaire, également donc président, propriétaire, président, et puis également on a la direction générale en fait. Donc on a vraiment les trois positions en fait. D'accord, ok, ouais, donc c'est un truc anglophone. Et donc tu l'as dit, tu es sorti de Quali Broker. Donc là, très concrètement, tu as vendu tes parts, tes actions. Oui, là maintenant, en effet, c'était connecté à ce choix-là. J'aurais pu rester un petit peu actionnaire, je pense, ou accompagner encore, mais ça me semblait pas légitime du moment qu'on quitte au niveau opérationnel. C'était pour moi le moment, en effet, de complètement revendre mes parts qui me restaient. Il me reste encore un petit peu de parts. Et j'avais la chance, dans le cadre de la mise en place du deal avec le groupe international à qui on a revendu, d'avoir cette possibilité d'avoir un arrangement qui me rachetait mes actions. Et le groupe a été plus que correct. Ça s'est fait vraiment très naturellement dans les règles de l'art. Donc c'était très confortable pour moi également. Mais c'était important, voilà, de faire une coupure pour passer à l'aventure suivante. Ok. On l'a dit au début, hein, donc Quali Broker dans le domaine du courtage en assurance. Silicom Group IT, donc 2 domaines complètement différents. Pour toi, est-ce que ça change quelque chose, la façon de l'idée de manager, de développer un groupe qui n'est pas dans le même domaine dans lequel tu étais avant ou pas?
Alors, au début, c'était vraiment ma crainte. Je me suis dit, mince, mais à quel point est-ce que je vais être légitime d'être dans un secteur qui n'est pas le mien? L'assurance, c'était mon métier de base. J'ai fait ça quasiment toute ma vie. Mais donc, d'être dans l'informatique, je disais, oula, est-ce que je vais vraiment être capable de. C'était une faiblesse potentielle. Et j'étais assez vite surpris, en fait, à quel point c'est du service, en fait, aux entreprises. Donc, c'est du B2B, du service, comme était l'assurance. Donc, en fait, il y a énormément de points communs et beaucoup plus que ce que je pensais. C'est impressionnant à quel point certains préceptes du service de l'assurance, je peux le mettre en place au niveau de l'informatique. Alors, il y a quand même des différences, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Au niveau de la gestion d'entreprise, en tout cas, c'est franchement très, très proche. Je ne me suis pas du tout senti d'un coup trop perdu. Bien sûr, il faut comprendre l'environnement, le modèle d'affaires, la façon dont réagit la clientèle, la relation du client avec l'entreprise, les collaborateurs aussi. Là, il y a plus de différences. Sur les profils de collaborateurs, c'est quand même des profils différents. D'ailleurs, ce qui est passionnant, ce qui rend la chose intéressante, mais pas aussi différent que je pensais. Et assez vite, je me suis retrouvé à l'aise dans un environnement que j'ai l'impression de maîtriser. Et donc toi, ton rôle aujourd'hui dans le groupe, dans Silicom Group, quel est ce rôle? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes ambitions là-dedans, tes objectifs? Mes objectifs, nous aujourd'hui, on fait un petit peu moins de 20 millions de chiffre d'affaires pour 8 ans de collaborateurs. L'objectif, nous, c'est d'arriver d'ici 2030 avec 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même de plus de doubler la société. Ça va se faire par des acquisitions externes, mais également par de la croissance organique. C'est aussi important. Et à titre personnel, donc mon rôle, c'est clairement d'aller discuter pour ces acquisitions, donc d'être stratégique. Puis également, c'est quand même, moi, ce que j'aime faire, c'est aussi faire grandir les gens qui sont autour de nous. Et avec Quality Broker, on a tellement vécu d'intégration, tellement vécu de choses que c'est une expérience qu'on a acquise, que j'ai pu acquérir avec les années. Et le but, aussi, c'est mes collègues du comité de direction et les collègues au sens large de pouvoir accompagner pour que tous ensemble, on puisse grandir et faire grandir la société dans son organisation, dans sa gestion quotidienne, qui est essentielle. Donc, moi, je suis plus à un rôle vraiment d'être dans la stratégie, d'être aussi un petit peu le côté visible de l'entreprise. Ça, c'est aussi une volonté d'être un petit peu le côté plus visible média. Mais par contre, dans le quotidien, d'aider mes collègues, d'accompagner, de challenger, mais de façon vraiment plutôt positive. Je ne suis pas là pour être là avec le bâton, ce n'est pas du tout l'idée. On est vraiment une équipe et je veux vraiment qu'on ait cette idée d'équipe et que tous ensemble, on puisse grandir. Et quels sont les défis justement quand tu arrives avec toutes ces expériences d'acquisition justement en interne, j'imagine, ils savent que tu as fait grandir des entreprises par acquisition. Donc, on l'a dit en off rapidement, mais donc Silicom Group, ça a grandi par rapport, si on compare à Quality Broker, plutôt lentement. Si on prend les deux? Ouais, alors c'est discutable, dans le sens qu'on a quand même Silicom à 6 ans, en effet, ils ont commencé à 2, on est 80. Ah ouais, ok. Non, ouais, ils ont commencé à 2 il y a 6 ans. C'est quand même une belle croissance. Voilà, donc non. je dirais que c'est à peu près on est dans le même, un petit peu plus moins rapide que Quality Broker, mais on est quand même dans les mêmes temps de passage, malgré tout. Ah non, c'est quand même. Quand je suis arrivé, on était presque déjà 100, mais maintenant un petit peu moins parce qu'on a quand même un petit peu réorganisé l'entreprise. Ouais. Mais c'est vrai quand même, il y a eu 5 acquisitions en 6 ans. Donc c'est quand même au pas forcé. Mais alors, ils ont cette culture du développement comme ça assez rapide? Alors, je vais dire oui, non. Oui, ils ont vécu et les équipes aiment ça parce que c'est passionnant. On est dans une entreprise qui grandit, ainsi de suite. Après, dans la gestion quotidienne, dans l'interne, c'est quand même un point aussi que moi je voyais de mes yeux de président. On manquait un petit peu de côté intégration. Et c'est vrai que l'intégration, c'est un challenge quand même majeur. Et puis c'est vrai qu'il faut avoir de l'expérience de comment intégrer des sociétés. Et dans le secteur informatique, c'est un petit peu plus compliqué que dans le métier de l'assurance. C'est qu'il y a quand même des dimensions des outils, il y a des métiers différents, il y a des approches différentes. Donc il y a beaucoup plus de discussions en fait, autour du métier. Que dans l'assurance, il y a quelques discussions dans ce côté-là, mais c'était quand même moins. C'est plus des débats humains et puis plus des débats d'ego. Alors que dans la partie informatique, on est plus sur des débats vraiment un peu de religion. Je prends des exemples un peu bateaux, mais entre celui qui aime PC, vraiment tout ce qui est PC, puis celui qui aime les Mac. On tombe vite dans ces types de discussions. Et puis le but, c'est de mettre quand même les gens ensemble et de les faire fonctionner. Donc là, il y a quand même un gros travail en ce moment de ramener toutes ces entreprises ensemble et puis de vraiment pouvoir avancer de façon sereine et d'une seule voix, en fait, et pas d'être 5 sociétés les unes à côté des autres, mais vraiment d'une seule voix. Et là, c'est le travail qu'on est en train de faire depuis plusieurs mois et on avance très
très vite. Donc je suis très content de la dynamique de l'équipe en place, hein, vraiment du comité de direction, mais aussi des collaborateurs au sens large, parce que c'est pas facile. Moi j'arrive, en effet j'ai un peu une réputation, les gens me connaissent que je vais assez vite, je suis assez exigeant, parce que voilà, j'aime cette compétition. Et puis donc les gens avaient bien sûr un peu peur en disant mince, mais qu'est-ce que ça vous là. Les gens ont toute une idée derrière ça, ils se font des a priori énormes. Et franchement, j'ai été plutôt bien accueilli et je trouve que ça se passe vraiment bien. Et puis j'essaie d'être le plus honnête, transparent possible, de savoir où on va. C'est pas toujours facile à entendre ce que j'ai à dire, parce que des fois c'est un peu dur, mais j'estime que c'est aussi notre rôle de donner des fois des vérités de la situation, de dire quand c'est vraiment bien, puis d'être content, et puis de valoriser les gens quand c'est bien, mais aussi de dire quand d'un coup on doit progresser et c'est pas encore au niveau qu'on doit avoir. Et on doit encore progresser, on a encore, par rapport à nos ambitions, on n'est pas encore au niveau qu'on doit être. Mais c'est un travail, c'est in progress. Hein. Tu parles de challenge, de défis, d'intégration, donc lors d'acquisition. Quels autres challenges tu as au-delà? Donc là tu as parlé un peu de l'aspect humain par rapport à justement la religion, entre guillemets, Ouais. d'une marque ou autre, l'aspect technique. En termes de culture, comment est-ce que tu fédères une culture quand tu viens intégrer si rapidement plusieurs entreprises qui ont des cultures potentiellement complètement différentes? Bah, c'est que voilà, en tout cas, ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est que je suis arrivé, j'essaie de faire un peu un état des lieux. Et puis très rapidement, j'ai essayé de mettre en place une organisation qui était, qui me ressemblait plus, qui était assez équilibrée, et aussi avec des personnes fortes, des personnes clés fortes. On a beaucoup de personnes clés, mais au sein du comité de direction, je voulais monter une équipe entre guillemets forte au sein du comité de direction, ce qui a été fait. Et on a vraiment essayé, on s'est mis d'accord, on est parti au vert avec ce comité de direction pour vraiment se mettre d'accord, mais c'est qui on veut être, comment on veut être, c'est quoi notre ADN, voilà, comment on veut être perçu dans le marché, et puis de l'écrire, de le construire, et de pouvoir amener nos collègues avec nous pour voir s'ils étaient, entre guillemets, d'accord avec cette approche que l'on avait de notre ADN, en fait. Et avec le côté, je donne quelques exemples, mais pour nous, c'est très important qu'on ait un côté dynamique, qu'on se sente aussi responsable de nos actes. Le côté transparent, honnêteté est très important pour nous, par exemple. Mais l'honnêteté, des fois, tout le monde dit oui, c'est super les boîtes honnêtes, mais c'est dur, parce qu'il y a plein de fois, nous, on est honnête jusqu'au bout, on va dire vraiment ce qu'on pense. Donc, c'est pas toujours simple à accepter d'avoir cette honnêteté à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment essayer de poser un cadre, une vision, des valeurs, une stratégie claire. Puis après, de communiquer. Ça passe par beaucoup, beaucoup de communication pour essayer qu'on soit aligné. Et pour moi, je pars toujours du principe que plus les gens sont alignés, en effet, entre eux, plus la boîte, elle avance. Et c'est un gros travail de communication. On doit beaucoup communiquer. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils qui nous aident par rapport, si je prends il y a 15 ans, c'était beaucoup plus compliqué de communiquer, qu'on est sur plusieurs sites. Là, aujourd'hui, Silicom, on est à Genève, Lausanne, Fribourg et Sion. Donc, c'est vrai que c'est pas simple toujours qu'il y ait un alignement entre les régions, des gens pas du même métier. Mais on essaie quand même dans des zones où il n'y a qu'une seule communication, la même pour tout le monde, et que la ligne elle soit la plus claire possible. Et là, tu utilises certains moyens spéciaux, outils informatiques, ou vous fédérez à travers des events ou des cafés virtuels, ou comment vous faites ça? Alors, en effet, déjà, toutes les semaines, alors moi, c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place chez Qualibroker, que j'appréciais énormément de faire, parce qu'on était aussi multi-site. Et puis, c'est à la suite du Covid qu'on a gardé ça. C'est vraiment que tous les lundis matins, on a en fait un café virtuel de 15 minutes, où vraiment c'est la zone d'information, et c'est toutes les semaines, c'est hebdomadaire, et on va prendre 15 minutes pour expliquer voilà, ce qui s'est passé dans la semaine, passer les messages clés, rappeler les points essentiels. Alors c'est que 15 minutes, ça ne déborde pas, c'est millimétré, on ne déborde jamais sur 15 minutes. Si après 5 minutes on n'a plus rien à dire, on arrête, c'est pas le but de faire 15 minutes pour faire 15 minutes. Et on a vraiment tout le monde qui se connecte, et c'est un peu le lancement de la semaine, et on est sûr que tout le monde a le même discours. Ça, c'est un premier point qui est pour moi essentiel. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait des événements, que les gens se réunissent. J'ai un de mes collègues qui dit toujours on n'est pas une équipe si on ne se réunit pas. Des gens qui ne se réunissent pas ne peuvent pas être une équipe. Donc ça, il faut aussi les réunir avec des événements, et il faut aussi avoir un côté un peu lâcher prise, avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Voilà, on ne lance pas des fusées sur la Lune, donc on peut être détendu, faire du très bon travail, mais quand même avoir du plaisir et avoir du fun dans l'activité. Et ça, on essaie quand même aussi d'insuffler cette philosophie-là.
tu as parlé de ton rôle, donc, qui aujourd'hui, justement, de faire ce que tu viens de dire là, hein, fédérer, faire en sorte que l'intégration des entreprises que vous allez acquérir se fasse de manière plus fluide possible. Cette partie un peu PR, donc relations publiques. Je vais te poser une question. Je te disais avant off où Tang m'a parlé de toi en disant, parce qu'on disait qui sont les prochains. J'ai dit Grégory. Je dis non, il est vraiment bien, Grégory. Et il me disait c'est une machine de guerre en vente. Lui, c'est parce que Tang, lui, en tout cas, c'est comme lui le dit, il ne se considère pas un bon commercial. Lui se considère comme une personne introvertie et qui maintenant fait de la com. Il a dit Grégory, c'est mon autonyme, quoi. Lui, c'est le vendeur incroyable. Donc, cette partie-là, toi, tu as une partie vente, je sais pas, pure et dure, un peu. Alors clairement, bon déjà c'est gentil qu'ils disent ça, hein, j'apprécie beaucoup Tang, donc très sympa qu'ils disent ça. C'est que bon, moi c'est d'où je viens, hein, je viens quand même du monde à la base du commercial. Puis moi je suis un passionné, donc j'ai cette énergie où je veux convaincre en fait. Hein. La vente c'est convaincre, hein, et moi j'aime ce côté de convaincre ce que l'on fait, donc c'est clair que j'ai pas besoin de beaucoup me forcer, j'aime ça. Et après pour l'organisation aujourd'hui, ce qui est compliqué dans ma position, merci, c'est compliqué entre guillemets, c'est que je peux pas être, entre guillemets, celui qui doit être, entre guillemets, la marque, positionner la marque, être dans celui qui a l'écosystème avec le réseau et animer le réseau autour de l'entreprise, puis, entre guillemets, être le vendeur. C'est compliqué. Donc, on a plutôt une organisation aujourd'hui. Moi, je suis plutôt un ouvreur de porte. En plus, dans la partie IT, il faut quand même le dire, c'est pas mon métier. Donc, je suis pas d'une légitimité. Je peux avoir un réflexe d'un patron d'entreprise, comprendre comment moi je digitaliserais une PME, ça c'est quand même quelque chose que voilà, je suis dans pas mal de conseils d'administration, donc j'ai cette sensibilité-là. Mais après, la partie vraiment technique, c'est pas mon métier. Et puis heureusement, tous mes collègues sont bien plus forts que moi sur ce sujet-là. Donc mon rôle, c'est d'ouvrir des portes, de leur permettre d'arriver, puis de les accompagner, puis d'aider d'offrir des possibilités à nos contacts, à nos prospects, à nos clients. C'est ça la meilleure approche, quoi. Donc oui, je fais entre guillemets du commercial tous les jours, mais non, je ne prends pas mon téléphone pour appeler du commercial. Voilà. Mais est-ce qu'un ouvreur de porte ou un facilitateur n'est pas en quelque sorte un commercial? Et quand on dit commercial, hein, j'ai l'impression, alors pour moi, il faut appeler un chat un chat, parfois on a cette idée un peu péjorative du commercial. Mais concrètement, commercial, si on veut l'embellir, on dit qui est account manager. Bien sûr. Non, mais alors, le côté commercial, moi, j'ai aucun souci. Au contraire, hein, c'est un magnifique métier. Le commercial, c'est un très beau métier et qui est très important. Et, comme tu dis, souvent péjoratif à tort, parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans vente. Il n'y a pas de chiffre d'affaires. Il y a quelques exceptions, mais c'est rarissime. Donc, non, clairement, mon rôle, moi, je fais partie de la chaîne du process commercial. Je fais partie d'une partie de cette chaîne-là, en travaillant sur le réseau, en ayant cette dynamique de vente ou de mise en avant. Et moi, je veux aussi que nos prospects clients sachent que je suis proche quand même de l'activité et que s'il y a un problème, je veux qu'on puisse m'appeler, mon téléphone est ouvert et on m'appelle et je puisse intervenir et aider pour que ça fluidifie les échanges. Donc bien sûr, entre guillemets, je suis un peu de relations publiques, mais les relations publiques, c'est du commercial. Hein, c'est ça. Et je pense que le rôle du CEO, du patron d'une boîte aujourd'hui, de plus en plus de PME veulent travailler, veulent avoir ce contact avec des dirigeants parce qu'on veut avoir l'accès direct. Donc je pense que c'est notre rôle aussi. Chacun peut s'organiser différemment. Mais moi, j'aurais de la peine à ne pas jouer ce rôle-là. J'aime trop ça. Et je pense que ça a un impact qui est quand même positif pour l'entreprise. Et mes collègues en jouent très bien. Ils savent très bien l'utiliser en me disant « Ah, mais là, je sais que tu connais quelqu'un. Je sais que tu peux nous aider. Ouvre-nous une porte par ton réseau. » Et on a vraiment, sur la partie commerciale, qu'on parle un peu de chasse, on parle souvent des éleveurs et des chasseurs. La partie chasse, moi, j'aime dire, on chasse en meute, en fait. C'est vraiment ce côté, on est en équipe. Et chacun a son rôle dans la meute pour faire fonctionner gagner des clients, c'est important et c'est aussi plaisant. Tu as parlé de ton comité opérationnel, donc de direction. Tu as un directeur vente? Oui, bien sûr, il y a un directeur commercial. Directeur commercial, tout à fait. Ok. Qui est essentiel. J'ai vraiment besoin de lui, c'est vraiment le relais. C'est la personne avec qui j'échange le plus à l'intérieur de l'entreprise parce que je l'ai quasiment tous les jours.
parce qu'on échange beaucoup sur les stratégies, sur comment on doit faire. C'est mon pendant sur cette partie-là. Et heureusement qu'il est là, il est très bon en plus. Heureusement qu'il est là, parce que je ne pourrais pas faire ça seul. Je n'ai pas les compétences. Tu ouvres des portes, on t'appelle pour ton réseau. Tu étais à l'époque, je crois que quand je dis à l'époque, c'était pas il y a 10 ans, hein, mais notre épisode, je crois on l'a fait il y a 3 ans, il me semble. Tu étais président de Entrepreneurs Organization, donc oui. IO. Est-ce que tu fais toujours partie de IO Alors oui, en fait, j'ai quitté IO après ma présidence parce que pour une raison simple, c'est qu'au sein de Qualibroker, commencer à rentrer dans un côté très grand groupe, je me sentais moins entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise. Donc il y avait un côté, je me sentais moins légitime, parce que j'étais moins entrepreneur, je dirigeais, voilà, il y avait plusieurs centaines de collaborateurs, donc c'était un autre fonctionnement. Et puis en fait, quand je suis retourné chez Silicom, c'est une des premières choses que j'ai faites. Ah ouais, okay. C'est que j'ai rappelé mes amis d'IO en disant, je vais revenir parce que je me ressens de nouveau, je dirais légitime de pouvoir échanger. Et je voulais pas rester dans IO et puis être celui qui disait, alors je vous rappelle en 2012, voilà ce que j'ai fait. J'aime pas ce côté que du passé. Déjà, on peut apporter de la valeur, mais moi j'aime être dans l'action et dans aujourd'hui plus que vraiment dans le passé. Donc naturellement, je suis retourné chez IO avec beaucoup de plaisir, retrouver mes réflexes du passé. Mais je suis plus au board du tout, donc je suis vraiment un membre comme les autres et ça me va très très bien. Moi, je me pose toujours la question. Moi je fais partie du GJD, c'est le groupement des jeunes dirigeants, et très récemment de l'APM, l'Association pour le progrès du management. Okay. Là, c'est plus sous forme de séminaires, si on veut. C'est des experts qui viennent généralement de Paris, et puis qui ont une expertise incroyable dans certains domaines. Typiquement, dans la partie conseil d'administration, il y a une personne que moi, je n'avais pas vue, j'étais pas encore là. Si je dis pas de bêtises, il s'appelle Antoine Maillot. Ça te dit quelque chose? Je ne connais pas vu. Si je dis pas de bêtises, hein, mais c'est une personne qui gère qui est le président du conseil d'administration d'une famille, donc une holding qui a le roi Merlin, des entreprises énormes françaises. Donc c'est plusieurs milliards sous gestion de cette famille-là. Et donc on a des gens comme ça qui viennent. Mais je me pose de plus en plus la question parce que là, la PM, c'est une demi-journée, voire un peu plus par mois. Encore une fois, c'est un réel enrichissement avec des gens aussi qui sont bienveillants, qui ont des entreprises. Donc, c'est toujours un plaisir de se rencontrer. Et le GJD, voilà, c'est un petit peu plus... entre guillemets basique, dans le sens une bouffe de temps en temps, des gens qui ont des entreprises d'une taille plus ou moins grande. Il n'y a pas trop de restrictions pour y entrer, contrairement à IO ou à l'APM, où l'APM c'est aussi assez restrictif, et puis c'est un groupe qui est plutôt petit. Mais je me pose de plus en plus la question maintenant que je suis dans une start-up. Il y a donc Solar Split, il y a Willight Telecom, c'est une entreprise qu'on a avec mon père que je veux aussi bien développer. À quel point est-ce que ce temps est vraiment bien alloué hors réel développement, tu vois? Et donc là, là, c'est intéressant d'avoir ton retour alors tu ne te sentais plus correspondre à IO de par l'activité ou le développement de Qualibroker, mais par contre, maintenant que tu es retourné chez Silicom, directement, c'est une des premières choses que tu fais. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment... moi, c'est aussi une soupape que j'appelle. C'est un modèle, mais c'est une soupape pour moi d'échange, aussi de réseau. C'est un endroit où on rencontre plein de gens qui nous ressemblent, et qui nous font grandir. Donc moi, j'avais besoin encore de retrouver cette dynamique-là. Elle m'a quand même manqué. Quasiment 2 ans, je n'ai pas été dans IO, donc elle m'a quand même manqué. Après, comme tu disais, sur la partie du temps, moi, j'essaie toujours d'analyser, de me dire, est-ce que vraiment ça m'apporte encore de la valeur? Et je peux être assez strict. Je donne un exemple. J'étais rentré dans Appia, qui est une association qui était pour tout ce qui était administrateur indépendant, qui est une très belle association. Mais voilà, je ne retirais pas la valeur, je ne voyais pas l'intérêt après quelques séances. Je ne me sentais pas complètement à l'aise dans le système, peut-être à cause de mon âge, parce que pour différents points, alors que c'est des gens de qualité. C'est quoi, des gens plus âgés? C'est des gens plus âgés, ouais, c'est des gens vraiment plus âgés.
Et moi, c'est clair que je fais de plus en plus de conseils d'administration. Et donc, je trouvais intéressant d'avoir cette casquette administrateur indépendant et de pouvoir être dans cette case-là. Mais je me suis rendu compte aussi ça commence à arriver, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes, entre guillemets, 43 ans, c'est pas si jeune que ça, mais il n'y a pas beaucoup de vraiment. Le conseil d'administration est encore réservé à une population, on va dire 60 et plus, et en tout cas dans l'image qu'on peut en avoir. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui je pense, devait évoluer. Et puis, moi, je me sentais pas totalement en adéquation. Et on est peut-être une génération. On aime bien faire plein de choses. La preuve, tu parles que tu es dans une start-up, que tu as l'entreprise avec ton papa, tu fais un podcast. Ça, c'est typiquement quelque chose de cette génération. On a besoin de faire plein de choses, en fait. Et on n'aime pas trop nous mettre dans une case. On aime moins nous mettre dans une case. Alors que dans le passé, je pense que c'était le marché qui attendait de ça. Tu étais vraiment dans une case et tu pouvais faire qu'une seule chose. Aujourd'hui, on a plus un portefeuille d'actions, un portefeuille d'activités. Et donc, voilà, je ne me retrouvais pas. Donc là, très rapidement, après 1 an, j'ai dit j'arrête. Ça ne me correspond pas. Mais qu'est-ce que tu penses justement de faire plein de choses? Ça, c'est une autre question que je me pose parfois. Mais concrètement, est-ce que si j'avais pas de podcast, si j'avais pas, alors c'est très binaire ce que je dis, mais si j'avais pas de podcast, pas de Solar Split, et que 100%, 200% Woolay Telecoms ou l'inverse, que Solar Split ou l'inverse, que le podcast, tu vois, j'ai l'impression que tout d'un coup, en faisant une seule chose, en fait, j'irais beaucoup plus vite, peut-être beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus grande. Ouais, mais alors, moi, je prends le problème dans l'autre sens. La question que je me pose, c'est de me dire, qu'est-ce qui me drive? C'est quoi mon plaisir? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait tout ça. On aime l'entrepreneuriat, on aime les entreprises, on aime développer des choses. Mais il faut se rappeler pourquoi on fait les choses. Et ça, je pense, c'est quand même le point clé. Et personnellement, voilà, toi, je suis sûr que si tu faisais qu'une activité, en fait, tu serais peut-être malheureux. Peut-être qu'en effet, ton entreprise, voilà, peut-être elle serait peut-être 2 fois plus grande. Peut-être. Mais est-ce que tu serais plus heureux? Je pense pas. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui m'amène du plaisir et être conscient de ça. Alors après, il y a des sacrifices à faire, il y a des trade-offs, voilà, il y a des choix à faire par rapport à ça. Mais il faut bien se dire c'est quoi le plus important. Et quand on a défini ce qui est le plus important, après on s'organise son environnement en fonction de ça. Voilà, si c'est uniquement de grandir, faire de l'argent, de nouveau, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, c'est un choix. Mais si c'est que ça, c'est clair, il faut mieux faire qu'une activité, se concentrer le plus possible, travailler 20 heures par jour. Il y a plus de chances d'y arriver, c'est certain. Après, est-ce que les gens sont 20 ans après se retrouvent heureux là-dedans? Moi, c'était sûr que non. Mais après, il y a des gens, la réponse est oui. Mais ça, il n'y a que personnellement, on peut répondre à cette question. Et toi, alors, quelles sont ces activités que tu fais? Alors moi, aujourd'hui, j'ai vraiment réfléchi à ça assez longuement. Moi, j'ai 2 points qui m'ont toujours drivé. Un, c'est vraiment le côté du projet. Moi, j'aime ce côté résoudre des problèmes, projet, vraiment être dans le cœur de la stratégie d'entreprise. Donc moi, j'essaie d'organiser tout mon environnement, mon écosystème autour de la stratégie d'entreprise. Et puis, j'ai une obligation, ou une problématique à gérer que je veux absolument, c'est avoir du temps. Donc c'est vrai que je veux ça, mais par contre, ce que je ne suis pas prêt à casser, c'est quand même d'avoir le maximum de temps. Je vois trop d'entrepreneurs et entrepreneuses qui sont en train de courir, essoufflés, disent j'en peux plus, je ne sais plus comment m'en sortir. Et c'est terrible. On fait ça pour être libre. Hein. L'entrepreneuriat, c'est pour trouver de la liberté. Et en fait, les gens deviennent prisonniers de leur propre entreprise, ce qui est terrible. Donc aujourd'hui, je pense que moi, c'était ma rigueur. Je voulais du temps. Absolument, je voulais faire ça, mais avec du temps. Après, il y a des conséquences. C'est-à-dire que si on veut du temps, il faut qu'on engage plus de gens pour faire des fois son travail. Qui dit engager des gens, ça veut dire peut-être gagner moins bien sa vie, accepter d'avoir un moins gros salaire ou pour avoir justement du temps. Donc après, c'est des choix qu'il faut faire. Donc moi, aujourd'hui, en effet, j'ai Silicom qui est un projet qui me plaît. À côté, j'ai le côté conseil d'administration que j'adore parce que je suis dans ces conseils et puis on parle de stratégie, ainsi de suite. Même si des fois, le conseil d'administration, pour moi, en tout cas dans la PME, des fois, c'est un petit peu rigide. Et des fois, je trouve que ça manque un peu d'agilité. Et je fais aussi pas mal maintenant de plus en plus d'accompagnement où j'aide certains amis entrepreneurs à les aider sur l'acquisition externe, à échanger justement sur l'organisation, comment être plus libéré au niveau du temps, parce que ça, je suis assez bien organisé en général. Et puis ça me plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup un peu de give back, on s'entraide. Et là, j'y trouve beaucoup de plaisir. Voilà, moi j'essaie de tout driver au maximum sur le plaisir. Et après quelques actions. Voilà, récemment aussi, j'ai commencé un blog là, avec bilan parce que ça me plaisait de parler sur tout ce qui est bilan et de tout ce qui est PME au niveau de la Suisse romande. Je fais partie en effet d'IO, mais je fais partie également de Suisse Wouzou qui met en avant des personnalités en Suisse. Voilà, je fais partie du prix SVC, Suzanne Venture Club, qui met des entreprises. J'ai vu passer ça. Voilà, c'est maintenant 5 ans que je suis dans le jury du prix SVC. Et ça, c'est passionnant. On rencontre des entreprises incroyables en Suisse qu'on ne connaît pas. Donc, voilà.
moi, je suis un peu drivé par le côté ce qui me plaît. Bien sûr, il faut quand même faire des jeux, il faut quand même gagner sa vie, il faut quand même s'en sortir. Mais au bout d'un moment, on n'a pas besoin de nouveau d'avoir 2 Porsche. Et c'est pas ma vision des choses. Moi, je suis plus drivé par le projet que vraiment par le financier. Est-ce que tu arriverais à donner un espèce de pourcentage de charge par rapport à toutes tes activités pour la partie Silicom Group? Oui, alors c'est extrêmement clair. Hein, dans mon fonctionnement aujourd'hui, je dirais que je veux pas dépasser un 50% de mon temps. Ok. Je te pose cette question parce que moi, j'ai des réflexions par rapport justement à ces 2 entreprises en l'occurrence, donc Relay Telecom, c'est Solar Split, où à un moment donné, il faudra qu'il y ait un switch selon le développement de Solar Split ou selon le développement de Relay Telecoms. Et donc la grande question, c'était aussi de savoir potentiellement, après évidemment, je suis conscient que ça dépend aussi du secteur d'activité, ça va dépendre ce qu'on veut et ce qu'on peut faire, mais quel est potentiellement le pourcentage minimal pour être dans un OC, dans un comité opérationnel, tu vois. Et donc là, toi, tu dis environ 50% pour Moi, cette je pense que partie, même qu'un 40, si c'est bien structuré, si on a des équipes qui sont fortes en dessous, un 40%, on peut le faire même avec des entreprises. Alors après, plus c'est grand, plus c'est facile. Quand même, il ne faut quand même pas négliger ça. Je pense que, en effet, avec Colibri Broker, j'ai connu un peu les étapes, différentes tailles, hein, de 5 à plusieurs centaines. C'est quand même, moi j'ai quand même vu une différence, moins de 100, plus de 100. C'est-à-dire que moins de 100, très vite, on est quand même encore un peu happé par l'opérationnel. Mais après, plus de 100, c'est un peu plus facile de prendre de la distance. Mais en termes d'organisation, si on est bien organisé, si on a une bonne équipe, moi je pense qu'à 40%, on peut diriger une entreprise de façon très très correcte. Et on est obligé, à 40%, on est obligé d'être concentré sur l'essentiel. Hein. C'est sûr. Et puis il y a tellement de dirigeants qui tombent malheureusement à gérer des petites choses, à faire du micromanagement, parce que c'est humain, moi j'étais le premier à faire ça. Hein. Et en fait, ça permet vraiment qu'on se dit, on n'a que 40% de son temps pour diriger une entreprise, on doit être efficace et puis on n'a pas le temps de chômer, puis on doit mettre de l'intelligence dans ce qu'on fait. On doit vraiment mettre de l'intelligence dans ce qu'on fait. Et ça, c'est passionnant. Et c'est quoi bien s'organiser alors? Se bien s'organiser, c'est déjà de se dire, est-ce que les gens qui sont autour de moi, c'est leur laisser la place pour qu'ils se responsabilisent et puis qu'ils puissent grandir. C'est clair que si on micromanage, puis on veut être le patron, qui tout passe par lui, être au courant de tout, avoir peur que son collègue, mais il va faire des erreurs, et on n'est que là-dedans, c'est impossible de prendre de la distance. Puis on se dit toujours, mais ils sont pas assez bons, ils sont pas encore prêts. Moi, je tendance à dire, voilà, on a tous fait des erreurs, on en fait tous les jours. Donc moi, j'aurais tendance vraiment à les pousser. Je dirais à mes collègues, je leur dis, sachez que moi, mon rôle, c'est pas vraiment pas de prendre, je dirais, d'être au cœur de tout, de loin pas. Prenez-vous. Moi, je suis là. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler, je suis à disposition. Mais par contre, si vous êtes à l'aise et qu'il faut foncer, mais foncez. Alors, il y a quelques garde-fous qui sont des garde-fous financiers, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi sur quelques investissements, mais dans le quotidien, ils vont pas. Les gens ont du bon sens et, entre guillemets, leurs échecs seront aussi mon échec. C'est-à-dire que c'est aussi à moi, dans mon rôle, de les suivre, qu'on fait notre entretien tous les 15 jours, on parle des problématiques et puis on se coach, on s'entraide. C'est essentiel. Accepter l'imperfection. Ouais, ça fait partie du truc. Et puis, il n'y a pas qu'un chemin. Hein. Il n'y a pas qu'une vérité, hein. Il y a plein de modèles différents et c'est ce qui rend d'ailleurs la beauté, c'est cette force collective, c'est ce qui rend la force d'une entreprise. Si c'est que one man show et puis qu'on n'a qu'une personne, puis on sait tout, on sait mieux que tout le monde, et puis il faut un peu de vision, il faut du drive, il faut des fois un peu il faut arbitrer de temps en temps, ça il n'y a pas le choix, c'est le rôle du patron. Mais par contre, il faut quand même que les gens puissent s'exprimer et leur laisser beaucoup de place, parce que moi je suis toujours impressionné qu'on laisse de la place aux gens comme ils grandissent. C'est clair que si on les enferme, ils n'osent pas prendre leur place. Donc il faut laisser de la place pour qu'ils puissent grandir. Et là, maintenant, Silicom Group, vous êtes dans un monde, vous êtes dans le monde de l'IT. En termes d'organisation, tu connais Pascal Meyer, tu connais Coca.ch. Bien sûr. Moi, j'étais avec Fabio de Coca hier soir. Tu vois, c'est le hasard qui fait les choses. Okay. C'est Fabio de Coca hier soir. On parlait de l'holocratie. Je suis sûr que tu vas m'amener là. c'est ça, exactement. Je voulais avoir ton retour par rapport à l'holocratie. Alors, pour petite histoire, en effet, on a Fabio, magnifique, qui nous a fait une super présentation hier, en fait, de comment ils avaient mis en place leur holocratie au sein de Coca. Et c'était passionnant. Mais oui, franchement, il l'a très bien présenté. Ce que j'ai beaucoup, on va dire,
bien évidemment, c'est pas simple. Il y a des choses. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie et de temps qui est passé pour mettre l'holacratie en place. Beaucoup de temps où on discute de soi-même, on se regarde un peu le nombril en se disant mais comment on est organisé, qu'est-ce qu'on fait. Donc, toute cette énergie-là, la question c'est est-ce qu'elle vaut la peine. Ce qui est positif, c'est que si les gens ont du plaisir là-dedans, si ça permet d'aligner les gens, ce qui est apparemment le cas quand même, parce qu'on clarifie les rôles de chacun, on met tout plus clair, ça c'est très positif. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est de me dire, mais qu'est-ce qui m'inquiète dans ce que je lui ai dit? Je dis, mais combien de temps? Ça a l'air quand même de passer beaucoup de temps là-dessus. Et puis, est-ce qu'après, d'un seul coup, on ne crée pas une entreprise qui commence à être habituée à que se regarder soi-même et pas assez regarder le reste. Ça, c'est un peu une de mes craintes. Par contre, le modèle en cercle avec des rôles, ça me parle, ça m'a beaucoup parlé. Alors, je le connaissais déjà un peu, mais qu'on est rentré dans les détails, ça m'a quand même fait me poser des questions en termes d'organisation. Parce que nous, on a une organisation aujourd'hui un peu plus traditionnelle, même si c'est très plat. On n'est pas du tout dans une pyramide, on est vraiment quelque chose de très très plat. On a quand même des fois des rôles où celui qui est à gauche dans l'organigramme, il pourrait avoir un rôle dans la partie droite de l'organigramme. Ouais. Et c'est vrai que la partie en cercle permet quand même de résoudre cette problématique-là et d'éclairer les gens et puis pas de mettre les gens dans des cases figées. Et ça, c'est quand même un côté positif. Je pense que dans une organisation plus traditionnelle, on peut garder cette dynamique, mais ça passe par beaucoup de communication, par beaucoup d'ouverture, par une culture du feedback qui est très forte. Parce que si ton collaborateur, ton collègue, il te dit « Ah, moi j'ai ras-le-bol de faire que ça, j'aimerais m'occuper de ça », c'est-à-dire si on lui dit « Mais non, t'es dans ta case, circule, il n'y a rien à voir », c'est compliqué. Alors qu'on peut être à l'écoute puis trouver des solutions. Et ce côté par cercle, je pense, met beaucoup de dynamique. Après, le côté autonomie complète, que toutes les décisions, beaucoup de décisions, pas toutes, mais beaucoup de décisions sont prises par l'intelligence collective, par les équipes. C'est clair que avec ma culture, je suis un peu flippé, ça me ferait. Je trouve génial et que s'ils y arrivent, ce soit extraordinaire, mais j'aurais peur de la mettre en place à certains niveaux parce que j'ai toujours peur de l'alignement des intérêts. Et puis est-ce que nos intérêts sont toujours alignés? C'est une vraie question. Donc voilà, je préfère encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'aimerais mettre en place, mais je suis beaucoup moins, je dirais, rigide par rapport à ça que ce que je pouvais l'être, on va dire, il y a 2-3 ans. Et surtout, je crois que il y a aussi beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de communication sur l'holacratie avec aussi une image très blanc-noir. Je crois qu'il faut aussi savoir qu'il y a différentes couleurs qu'on peut amener et c'est pas d'un côté ou de l'autre. On peut un peu gérer son curseur et il y a du bon là-dedans parce que les valeurs qui sont derrière, elles sont clairement pas mauvaises, elles sont même très bonnes en fait. Donc ça, il faut quand même l'écouter et il faut quand même être à l'écoute de ça, je pense, en tant que dirigeant et on peut pas juste dire non mais c'est des rêveurs qui veulent plus qu'il y ait de patrons. C'est pas aussi simple que ça et heureusement, alors il y aurait pas autant de gens qui adhéreraient d'ailleurs. Et moi, je suis plutôt dans une écoute à observer ça aujourd'hui un peu de loin, mais je trouve intéressant. C'est Jean-Marc Félistorff que tu connais de Tipeee SA maintenant, que j'ai eu aussi sur ce podcast, qui lui était et est toujours, alors c'est pas réticent que le mot que je cherche, mais eux sont très horizontaux, justement ils sont très loin dans cette démarche-là. Mais ils n'ont pas, si on veut, le label holacratie. Par contre, ils sont organisés en cercle, ils sont agiles, ils sont bicorp, tu vois, ils sont au max d'où tu peux aller sans la dernière étiquette, label holacratique. Et je ne sais pas si tu as déjà échangé à ce sujet avec Jean-Marc. Je connais extrêmement bien Jean-Marc, donc voilà, on se connaît aussi à titre personnel, donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Exactement, mais pour moi, c'est lui aussi qui m'a beaucoup ouvert par rapport à l'holacratie, par rapport à cette côté de couleur. C'est lui qui disait ce côté curseur, c'est Jean-Marc, ce côté-là, ce côté curseur. Et c'est vrai que lui, typiquement, il a adhéré aux valeurs qui étaient derrière, mais il y a un petit endroit où il n'était pas à l'aise de lâcher, et il a décidé de ne pas le lâcher. Et ça, je trouve extrêmement intelligent de comment il l'a fait. Et c'est la preuve qu'en fait, on peut aller à un bout, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout du modèle. On peut choisir à quel point on peut souscrire au modèle ou pas. Donc, à un moment donné, on parle de l'holacratie, mais c'est aussi le côté de respecter les gens, de trouver des modèles où on intègre plus nos collègues en termes de responsabilisation. Et ça, c'est quand même très positif. On a besoin, on veut que les gens soient avec nous dans l'entreprise. On est trop souvent le patron à dire « Ah, je suis tout seul dans mon coin, mes collègues, ils ne se rendent pas compte, ainsi de suite. » On a besoin de partager ça. Donc, si on peut partager un peu cette responsabilité et puis de pouvoir, en effet, faire grandir en même temps les gens autour de nous, franchement, c'est que positif. Un exemple que j'avais beaucoup apprécié, et je crois pas qu'on en avait parlé pendant le podcast, c'était en off une fois, il y a justement 2-3 ans, la première fois que j'avais échangé avec Jean-Marc, où il me disait, problématique quand tu ouvres tout,
c'est que tu ouvres tout. Ça veut dire que si l'entreprise va mal, les bah, potentiellement, tout le monde va le voir aussi. Et la question est-ce que tout le monde est prêt à assumer que l'entreprise va mal? Est-ce que tout le monde a les nerfs assez solides pour continuer alors que l'entreprise va mal? Et si l'entreprise va mal, euh, on peut en tant que, on va dire, entrepreneur, se dire, dans tous les cas, on va continuer, l'entreprise va mieux aller l'année prochaine ou dans 2 ans. Concrètement, l'équipe n'a pas besoin de le savoir tant que eux, ils ont leur même salaire, ils sont payés, tout va bien, entre guillemets. Ils n'ont pas besoin d'avoir cette crainte et cette peur et ces insomnies. Donc c'est là où lui, il me disait, ouais, c'est bien, mais il y a une partie peut-être... C'est pas forcément fait pour tout le monde. C'est ça, exactement. Et je pense que ça, c'est un vrai. Je pense que c'est un miroir hein, quand on fait ce type de démarche. En fait, très vite, on a un miroir. Donc, on se met à nu. Puis tout le monde, en effet, voit qui on est dans l'entreprise. Donc, ça, c'est un vrai challenge. Donc, est-ce que tout le monde accepte ça? C'est clair que du moment qu'on fait de l'holacratie avec un modèle aussi ouvert, je pense qu'il y a. Mais que ce soit ce modèle-là ou un autre, hein, du moment qu'on a une culture, qu'on veut mettre une culture forte avec quelque chose de très bien communiqué, extrêmement clair, c'est clair que le flou a tendance des fois, en fait, on a un peu de tout. Mais par contre, on se plaint qu'on a du flou, on se plaint que les gens ne soient pas vraiment à fond. Alors, comment on veut que les gens soient derrière le projet puis que c'est vraiment s'identifier à la société? Faut mettre de la clarté. Mais quand on met de la clarté, ça peut être l'holacratie, mais il y a différents autres modèles. Quand on met de la clarté, naturellement, il y a des gens d'un coup qui se disent si c'est ça, en fait, ça ne me plaît pas. Mais au moins, l'avantage de ça, c'est que quelques temps après, les équipes évoluent, ça change, et on est au moins sûr que les gens qui nous rejoignent adhèrent à cette vision-là, et on a plus de chances de bien vivre ensemble que d'avoir un peu un flou, et puis que voilà, c'est compliqué après gérer au quotidien. Mm-hmm. Après, ce que je trouve intéressant, c'est... Bon, c'est un concurrent, hein, c'est un de vos concurrents maintenant, je pense. Je pense pas, je suis quasiment sûr. Mais toi, tu as une veille, tu sais, si je te dis une entreprise, si c'est ton concurrent ou pas. Oui, je pourrais te dire. Uditis. Oui, bien sûr. C'est un concurrent qui a été racheté il y a 2 ans. C'est pas exactement, mais c'est voilà, Ouais, clairement. okay. Voilà, mais Uditis, donc Michel Perrin, qui est l'ex-CEO, directeur général, c'est lui qui était sorti donc c'est lui qui avait sorti vraiment la spin-off du CSEM à l'époque, donc c'était en 2000, je crois, 2001, que je connais bien et que je salue par l'occasion s'il nous écoute. C'est de lui, entre autres, que j'apprécie justement ce type d'organisation, l'holacratie. Et ce que j'aime bien de Michel, c'est que lui, il dit, oui, on note, donc Uditis a cette organisation holacratique. Hein. Et pour lui, il faut faire attention de ne pas entrer dans un dogme. Et potentiellement, si tu deviens une entreprise holacratique, tu vas entrer dans ce dogme. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que eux-mêmes, en étant holacratiques, il y a quand même un étage pour certaines décisions. Tu vois, et ça, je trouvais hyper intéressant, un peu comme le fédéralisme. Oui, ouais, je vois bien comment le modèle. Et ça, je pense qu'il y a de nouveau, chacun peut mettre le curseur, la limite, ouais. et personne n'oblige de rien, en fait. Hein, donc, c'est pas on rentre dedans, puis on se fait aspirer, puis on n'a pas le choix. En fait, c'est une boîte à outils. Hein. Moi, je le vois plutôt comme une boîte à outils. Et c'est une autre boîte à outils de management à utiliser à bon escient selon son organisation, selon son affinité, selon aussi l'étape, sur la stratégie de son entreprise. Moi, je donne un exemple. C'est clair que l'holacratie, moi, ce qui me ferait peur, typiquement dans le domaine sur Silicom, c'est comment on veut faire quand même de l'acquisition externe et d'intégrer des sociétés. Comme aujourd'hui, il y a quand même majoritairement des entreprises qui ne sont pas holacratiques dans le modèle. Imaginons qu'on a 20 collaborateurs à intégrer qui n'ont jamais connu d'holacratie, ainsi de suite. À chaque fois, on devrait passer une énergie énorme à intégrer des gens pour comprendre quel est notre modèle. Et donc avec un risque plus important, je pense, un a priori, parce que aujourd'hui c'est un a priori plus fort, et les gens prendraient la décision de quitter l'entreprise en disant « Oula, c'est une boîte holacratique, ça ne va pas me parler. » Donc j'aurais peur de ça. Aujourd'hui, mais peut-être que dans 2 ans, ce ne sera plus le cas. Hein. Ouais, c'est sûr que là, il y a d'autres enjeux aussi. C'est pas que tu as ton écosystème qui va pas trop bouger, et puis que tu viens parler avec eux et tu dis « Bon, allez, on fait le pas, on fait pas le pas. » Là, ouais, c'est OK. Je comprends tout à fait.
J'ai noté investissement. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais tu as dit quelque chose qui m'a fait penser à l'investissement. Bon, peut-être. Alors, tu as mentionné quelques conseils d'administration dans lesquels tu sièges. Est-ce que lorsque tu entres dans le conseil d'administration, je réfléchis en même temps que je te parle, non, généralement, enfin, ça va dépendre, mais tu vas pas forcément investir. Non. Mais est-ce que tu investis, toi, en tant que business angel Alors, pas du tout sur de la start-up. Mhm. Parce que ça me parle, quoi, c'est pas mon métier, c'est pas ma compétence en fait. Hein, c'est juste pas ma compétence. Il y a des gens qui sont brillants pour faire ça, mais c'est pas du tout ma compétence. Par contre, ça peut m'aider en effet s'il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main, qui ont des business, puis qui veulent se développer, ainsi de suite. Clairement, c'est des choses que je peux faire, mais je vais le faire plus on va dire, pour aider une personne dans une situation que pure d'une stratégie financière. Ok. Mon énergie, je la passe aujourd'hui, je le passe sur Silicom. J'investis mon argent dans Silicom et également voilà, à côté pour une gestion de patrimoine personnel, entre guillemets. Et puis après, si je peux aider 2-3 personnes que j'apprécie, qui ont du talent, avec grand plaisir. Mais c'est de nouveau lié plus à des gens que vraiment à des projets en me disant. Parce que j'aime faire partie des choses. J'ai pas besoin, voilà, c'est moins mon truc de se dire tiens, on met un ticket puis on regarde bien ce qui se passe. C'est moins mon truc. Ok. Et les CA, les conseils d'administration, tu fais partie de combien de conseils d'administration? Alors aujourd'hui j'en ai 3, mais en ce moment je suis en train comme maintenant j'ai quitté récemment Quali Broker et puis je me suis organisé différemment de mon quotidien. Je vais clairement monter, je pense à 4-5, mais j'ai des conseils d'affaires qui sont qui sont très intéressants dans des secteurs différents. Par exemple chez Induni, qui est une grosse société de construction qui fait près de 300 millions de chiffre d'affaires. Ça c'est passionnant, c'est un secteur avec des challenges. Quoi, c'est vraiment incroyable comme activité avec le risque que prennent ces entreprises et la rémunération qu'ils en retirent, parce que les marges sont très très faibles dans ces activités-là par rapport au risque. Donc c'est vraiment, ils jouent sur un fil, c'est des funambules au niveau du business. Je suis très impressionné. Et également, je suis chez Expert, qui est une société qui fait du payroll, spécialisée dans le payroll, actif en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Magnifique société où j'ai énormément de plaisir à siéger parce qu'on a un magnifique conseil d'administration puis une équipe qui est incroyable aussi à l'opérationnel. Donc il y a une belle dynamique. Voilà. C'est des histoires humaines, des histoires de belles sociétés. C'est vraiment sympa de pouvoir participer à ces aventures. C'est quoi comme taille, Expert? Alors Expert, c'est 60 collaborateurs. Ok. Suisse-Allemagne, tu dis? Ouais, Suisse, Allemagne, Autriche. Suisse-Allemagne, Autriche, ok. Ouais, pardon. Ok. Et si je reviens, donc là, tu aimerais monter encore en termes de volume de conseil d'administration. Conseil ou accompagnement. Conseil ou accompagner les entrepreneurs. Le modèle, c'est un peu. Mais voilà, vraiment continuer à aider l'écosystème d'autres entreprises. Mais donc, dans les conseils d'administration, tu es rémunéré en tant qu'indépendant. Oui. Là, l'accompagnement dont tu parles. Maintenant, oui, je suis également rémunéré dans l'accompagnement. J'ai mis un modèle parce que au début, je l'ai fait gratuitement. Ouais. J'ai testé un peu le modèle gratuitement. Et c'est vrai que même des gens à qui je le faisais gratuitement me disaient, mais comme c'est gratuit, en fait, la valeur, puis tu vois, je me mets moins d'énergie. Alors que si je vais payer, ainsi de suite. Alors, voilà, je fais un truc qui arrange entre guillemets tout le monde. C'est pas le but de faire fortune avec ça, c'est pas ça l'idée. Mais c'est quand même de trouver quand même de mettre une valeur parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur quand même. Donc c'est quand même de mettre une valeur autour. Puis ça nous oblige à nous dire mais est-ce que ce qu'on fait, ça a du sens pour l'entreprise, pour soi, et puis d'être très à l'aise. Si on veut arrêter, on arrête. Il y a pas de sujet. Mais c'est quand même le but de trouver voilà, faut qu'il y ait de la valeur à apporter. Et moi, ça me met aussi la pression de me dire, je suis rémunéré, donc je dois mettre de l'énergie et de l'intelligence pour apporter de la valeur. Et ça, c'est important. Ouais. C'est comme les dirigeants, dirigeantes, fondateurs, cofondateurs, etc., qui ont des entreprises et qui ne trouvent pas le temps de faire du sport. Bon, parfois, ce que je leur dis, prends un coach 1-2 fois par semaine et en le payant, tu verras que tu feras du sport. Généralement, ils disent ouais, je vais aller, les bonnes résolutions du début de l'année, tu t'inscris à la salle, tu t'inscris je sais pas où. Voilà, ça dure 3 semaines, puis après, on n'a plus le temps. C'est ceux qui font gagner leur vie aux salles de sport, c'est ceux ça, qui s'inscrivent en janvier et qui ne vont jamais. Exactement. Pour cette partie, donc, environ 50% de ton activité, de ton temps est dédié à Silicom Group. Est-ce que, en termes de pourcentage donc, salarial,
c'est pareil ou t'as quand même ou c'est comment ça se passe quand tu Oui. gères autant d'activités comme Alors, ça bon, en fait, moi, j'ai fait un modèle assez transparent. C'est que me suis rémunéré au sein de Silicom en fonction de mon pourcentage d'activité. Ok. Alors aujourd'hui, j'ai mis 60, mais voilà, mais j'ai pris un salaire aussi plus bas, donc c'est un détail. Ouais, Mais ouais, voilà, ouais. mais je me suis quand même clairement, l'équipe, c'est clairement que je suis pas à temps plein dans Mhm. l'activité. Hein. Mhm. La preuve, j'en communique de façon publique, Oui. donc c'est la preuve. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment, l'équipe, elle le sait très bien. Et puis après, j'ai le reste de mon temps et qu'à un 30%. Parce que aussi une décision que j'ai prise, on va dire depuis janvier, ma reprise d'activité, c'est que le vendredi maintenant je suis off. Ça c'était ma volonté, c'est que le vendredi d'avoir vraiment faire la semaine de 4 jours et c'est vraiment j'ai la possibilité de le faire. Et puis donc j'ai 30% pour mes activités annexes. Qui étaient essentielles et puis voilà j'ai le vendredi où ça peut être aller faire du sport en plus, ça peut être aussi une partie avec les enfants, voilà, c'est aussi prendre du temps pour soi, puis ça me laisse quand même une soupape d'un seul coup quand voilà, si demain j'ai un client dans le domaine de Silicom qui a un rendez-vous puis il faut faire le vendredi, il y a zéro question, hein. Je serai le premier à y aller le vendredi, il y a zéro problème, mais j'essaie quand même de m'organiser une structure pour avoir une organisation qui soit la plus saine possible. Alors c'est clair qu'avec le changement que j'ai fait, c'est clair que mes revenus ont baissé de façon extrêmement importante. Mais pour moi, la clé, c'était le projet, le temps. L'argent, c'est un détail. J'ai réduit mes revenus, un peu mon train de vie, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux faire ça aussi, ou tu peux te permettre de faire ça parce que tu as eu cette exit au sein de Quality Broker? Alors, Ou... bien sûr, bien évidemment que c'est que j'ai déjà structuré comme ça dans le passé, mais mon train de vie a légèrement baissé, où je suis un peu plus vigilant sur 2-3 choses. J'ai un peu éliminé des choses que j'avais qui, entre guillemets, ne servaient pas à grand-chose. Mais par contre, c'est certain quand on fait une exit, voilà, ça permet quand même de devoir venir. J'ai pu faire ce changement sans inquiétude majeure sur ce côté financier. Et c'est beaucoup plus facile à faire. Et ce qui est marrant, c'est que même sans avoir cette difficulté financière, le choix a quand même été très difficile. Donc très vite, on tombe dans ce confort. Et moi, j'étais un des premiers à tomber un peu dans le confort. On gagne très très bien sa vie, ça marche bien, ainsi de suite. Puis d'un coup, on dit oula, mais je vais dans un environnement où on m'attend pas, où les gens même vont être un petit peu hostiles au début. Je vais moins bien gagner ma vie. On va m'attendre au tournant en disant peut-être que je peux me planter, parce que voilà, je peux encore me planter, hein, c'est un risque. Donc en fait, on se dit mais je vais prendre des coups. Mais quelques mois après, je me rends compte aujourd'hui que c'était vraiment le bon choix. Parce qu'il me manquait un truc, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Puis maintenant que j'ai libéré ça, c'est ce que j'aime en fait. J'ai besoin de ces petites incertitudes, ces challenges-là. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est dans l'inconfort aussi qu'on grandit. Donc clairement, mais bien sûr, c'est plus facile pour moi. C'était beaucoup plus simple. Dans l'environnement actuel, c'était beaucoup plus simple. Dans cette organisation, dans ton organisation, est-ce que de lundi à vendredi, tout est millimétré, minuté ou pas forcément? Ouais, alors j'ai tendance à dire qu'il y a des moments qui sont millimétrés, mais par contre, je me laisse des zones maintenant de plus en plus larges dans ma semaine qui sont un peu vacantes ou bloquées, où je peux construire à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que je peux d'un coup, je me laisse des zones libres. D'un coup, s'il faut faire un rendez-vous en urgence, je pourrais le placer là, pour être en fait très disponible. En fait, aujourd'hui, j'ai plutôt un agenda où j'ai beaucoup de disponibilité. J'essaie de construire avec le maximum de disponibilité possible pour pouvoir être le plus agile par rapport aux besoins de l'entreprise, par rapport aux besoins de l'environnement autour. Et puis pour pouvoir faire mon sport, pour pouvoir faire des choses que j'aime faire. C'est pas millimétré. C'est-à-dire que je peux pas te dire j'ai pas un rendez-vous toutes les 15 minutes et puis c'est indécent. Mais par contre, c'est structuré où j'ai des plages complètes qui sont bloquées et que vraiment je gère un peu en last minute. Un des changements que j'ai fait par rapport au passé, c'est que j'essaie de moins fixer des séances et des rendez-vous et des rencontres 2 mois à l'avance, ainsi de suite. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'en fixant tellement à l'avance, on fixait toujours de plus en plus à l'avance les choses. Puis bientôt, je connaissais mon agenda 6 mois à l'avance. Puis quand je voulais manger avec quelqu'un qui m'intéressait, bientôt, je devais lui dire « Ah oui, alors c'est dans 6 mois qu'on peut… c'est pas bon, quoi. » Donc en fait, j'accepte de moins en moins de bloquer des mois et des mois à l'avance. C'était un extrait que j'avais repris de notre épisode où tu disais si tu veux être un bon CEO, il faut être extrêmement disponible. Et donc, tu gardes le même discours. Alors ça, c'est clair. Un bon dirigeant, c'est un dirigeant disponible. Celui qui n'est pas disponible puis qui met 2 jours pour répondre à ses mails quand on est un dirigeant, il y a un problème. C'est un peu dur de dire ça, ça va choquer les gens en disant ça. Mais pour moi, on ne peut pas
On doit être extrêmement disponible. Et est-ce que tu as des conseils justement pour créer cette disponibilité? Donc tu l'as dit, hein, c'est l'organisation avant tout. L'organisation, puis d'accepter de se lâcher prise, de ne pas vouloir tout contrôler. Je pense que ça, c'est un point clé qui est quand même essentiel. Et l'autre point, en effet, c'est qu'il faut vraiment vouloir avoir du temps libre. Et en fait, l'être humain, il n'aime pas le vide. C'est quand même beaucoup plus rassurant d'arriver le matin, en effet, au travail et puis d'avoir 150 mails, d'avoir plein de travail devant soi, plein de gens à rappeler. On se croit important et utile, en fait. Donc mais c'est humain, on est tous pareils, hein, c'est comme ça. Et c'est que moi, j'ai plutôt une stratégie en disant, mais non, en fait, moi, je dois avoir la page blanche, ou presque essayer de faire en sorte que j'ai rien à faire. Mais ça, en fait, on croit que c'est facile, mais en fait, c'est très dur. C'est dur parce qu'il faut accepter de donner le boulot aux autres. Mais après, c'est aussi dur à titre personnel, parce que quand on se retrouve dans une page blanche, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ce temps-là? Donc d'un coup, on peut culpabiliser. Mais j'ai du temps, mais est-ce que je passe mon temps au bon endroit? Est-ce que j'amène la valeur que je dois amener à l'entreprise? Et là, il faut commencer à remplir, puis il faut commencer à réfléchir. Et là, on commence à mettre de l'intelligence de quoi je fais mon temps, comment je le rends le plus utile pour l'entreprise ou pour mes différentes activités. Donc c'est beaucoup plus challenging, en fait, d'avoir la page blanche. Et pas de se laisser submerger juste par de la masse, puis se dire on est débordé. Puis beaucoup de gens, en effet, quand on dit on est débordé, on le voit dans les sociétés aujourd'hui, on met beaucoup de valeur. C'est la valeur du travail. Quelqu'un est débordé, il est important, il est débordé, il travaille 20 heures il n'a pas de temps pour lui. Ça, c'est quelque chose que... Moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis impressionné par celui qui a une boîte de 3000 personnes et puis qui la gère à 20%, et puis que la boîte, elle cartonne, puis il a à faire plein de choses à côté, et puis que le mercredi après-midi, il amène ses enfants à l'école. Celui-là, il m'impressionne. Ça m'intéresse de parler avec lui. Celui qui travaille 20 heures par jour, à titre personnel, c'est un choix perso, moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Ouais, c'est hyper intéressant. Et c'est parce qu'on a l'habitude d'entendre. Non, en effet, c'est un peu à contre-pied de ce qu'on entend, mais je pense que c'est générationnel. Je pense que la génération qui arrive, elle va être beaucoup plus à l'écoute de ça, par rapport à nos enfants, par rapport à nos loisirs, par rapport à faire d'autres activités. Donc, on doit beaucoup plus s'organiser, et on a quand même une chance, il ne faut pas le négliger, majeure par rapport à nos aînés, entre guillemets, c'est qu'on a quand même l'informatique et les outils qui nous permettent quand même de gagner en efficacité. Alors maintenant, en plus, on a l'intelligence artificielle qui arrive, ça va être encore un accélérateur, hein, par rapport à ça, mais on a quand même de quoi vraiment être... extrêmement performant. Tu veux un peu d'eau? Oui, volontiers, je prends un peu. Si tu n'en prenais pas, je me disais, mais j'ai des invités qui ne boivent pas d'eau. J'ai des dromadaires. Tu as fait une magnifique transition avec les outils, l'IA. Donc déjà, dans un premier temps, pour reparler de cette organisation, parce que vraiment, ça me fascine là, tout ce que tu me dis. Je me dis que j'ai vraiment là énormément à faire en termes d'organisation. D'ailleurs, j'ai un ami, hein, tu connais l'organisologie? Non, pas du tout. Julien Guegnat, c'est son job, concrètement. Il aide les gens à s'organiser. C'est génial. Il est auteur. Extraordinaire. Et j'applique pas assez ces méthodes. Et là, quand toi, tu me parles de tout ça, je me dis vraiment, purée, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Les outils. Est-ce que tu as des outils pour t'organiser, des outils particuliers ou pas spécifiques? Alors, sincèrement, aujourd'hui, pas trop. J'utilise pas. Il y a quelques outils. Par exemple, je vais utiliser Booking pour tout ce qui est rendez-vous avec les gens. C'est vrai que aujourd'hui, donc, ça permet en fait d'envoyer un lien où la solution a accès à ton agenda personnel dans des plages que tu as prédéfinies. Et en fait, les gens peuvent fixer le rendez-vous directement sur leur agenda. Donc, pour tout ce qui est fixer des rendez-vous, c'est vrai que ça, c'est un outil que j'utilise fréquemment et qui marche extrêmement bien. Pourquoi Booking et pas Doodle, par exemple? Booking, c'est que c'est connecté dans Microsoft, en fait. C'est vraiment, c'est un produit qui est dans la suite 365, qui est gratuit, qui est intégré. Et donc, qui est intégré à Outlook automatiquement. Donc, ça génère le rendez-vous, ça fait tout automatiquement, ça crée les emails. Donc, c'est du one-click, c'est assez incroyable. Dans le même genre, j'ai FindTime. FindTime, c'est plus un concurrent à Doodle, où en fait, on met plusieurs personnes pour trouver un rendez-vous. C'est FindTime, mais qui est aussi un produit Microsoft, qui est dans la suite 365, qui est gratuit et qui marche extrêmement bien, que j'utilise aussi tout le temps pour fixer des rendez-vous. Ça marche extrêmement bien. Maintenant, tout ce qui est AI, je commence à regarder des différentes possibilités pour gagner du temps sur la rédaction. Mais j'ai fait quelques workshops sur l'AI pour vraiment me former, pour commencer à mieux comprendre, ainsi de suite. Mais c'est vrai que
dans ma activité qui est quand même très stratégique, je n'ai pas un besoin permanent. J'aime bien pour le côté rédactionnel, ça m'aide beaucoup pour rédiger, pour gagner du temps sur la partie rédaction. Mais par contre, je ne sais pas encore assez bien l'utiliser, je dirais c'est plutôt ça, je ne peux pas utiliser à tous les niveaux. Apparemment, j'ai des amis qui l'utilisent pour organiser leur boîte mail. Mais après, voilà, moi, je reçois, je pense, 10 mails par jour. Donc, je ne me sens pas que j'ai besoin de l'AI pour gérer 10 mails par jour. Donc, ça, c'est bien que tu dises ça aussi, tu vois, d'entendre ça, parce que parfois, j'ai l'impression aussi, donc, comme cette culture des 20 heures par jour, il te faut 100 mails par jour, quoi. Tu as l'impression, là, c'est bon, je suis overbooké, je bosse 15 heures par jour, j'ai des centaines de mails non lus, et là, tu es valorisé. voilà, alors moi, c'est tout l'inverse. Moi, ça me fait peur. Et puis, en effet, moi, celui qui a ça, moi, j'ai eu des collègues qui avaient 400 emails de retard, ainsi de suite. Et des fois, je me disais, mais il y a un problème. C'est qu'on doit travailler pour comprendre pourquoi là, ça. Il y a des moments, il peut y arriver des moments donnés où on a un changement d'organisation, puis on a un goulet d'étranglement, puis ça arrive. Mais par contre, dans la durée, c'est extrêmement malsain, parce que c'est horrible pour les gens. C'est très, très, voilà. Au bout d'un moment, ça devient très, très dur. Et puis, c'est surtout mauvais pour l'organisation. Parce que s'il y a un goulet d'étranglement comme ça dans l'organisation, ça a un impact sur le business. Après, il y a aussi des pratiques aussi à changer. Typiquement, chez Silicom, on a plus d'emails internes. C'est tout par du Teams. Donc, on fait qu'en mode chat. On fait plus du tout de mode d'email. On ne s'écrit plus d'emails entre nous au niveau interne. Donc, les emails sont que pour la clientèle. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup moins de mails avec Silicom. Mais c'est aussi une culture de dire on arrête de mettre tout le monde en copie. Il y a quelques règles, un petit peu de base, un peu de bon sens à garder pour que les gens puissent vivre correctement, quoi. Ça, c'est important. Juste pour reprendre cette partie outils, j'ai posé la question à Douglas de l'IFJ, pour lequel on fait cette collab aujourd'hui avec mon podcast. Donc je lui ai demandé s'il avait une question à me poser. Et donc là, je fais la transition parce que justement, on parle d'outils. Sa question, c'est quelles tendances émergentes dans l'assurance et l'IT, donc là, à toi de voir si tu veux parler des deux, d'une seule, te semblent les plus prometteuses pour l'avenir? Alors, bon là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, puis un peu ce qu'on fait sur Silicom, mais moi, je trouve que je vais faire un parallèle. Dans l'assurance, c'est un business qui est en effet, qui est un business avec des belles marges, qui est très récurrent, qui est très traditionnel. Donc, en termes d'outils, on est un peu dans le passé. Moi, j'adore le digital, mais là, dans l'assurance, c'était un peu dans le passé. Et c'était dur d'arriver vraiment dans le côté moderne par rapport à ça. Et là, je suis arrivé au sein de Silicom, où bien sûr, c'est notre métier de digitaliser les PME. Donc, naturellement, il faut au moins que nous-mêmes, on soit un peu digital. Et c'est vrai que j'ai aujourd'hui des outils qui me permettent de piloter l'entreprise, que ce soit de générer l'offre, à la facturation, à la compta, tout est digitalisé. Mais également tout ce qui est BI, donc Business Intelligence, analyse de la data, qui sont des outils incroyables qui permettent vraiment d'être extrêmement performants pour la gestion d'entreprise. Et moi, ce que je trouve, et je pense qu'il y aura un challenge, si je parle du métier de la PME en tout cas, dans le futur, c'est vraiment de trouver ces différents outils, de faire les bons choix technologiques et stratégiques pour automatiser un maximum les process à faible valeur ajoutée. Parce qu'on a quand même un problème, parce qu'on a de plus en plus de peine à trouver des collaborateurs aujourd'hui avec de la compétence. Les gens ont aussi de moins en moins envie de faire des tâches à faible valeur ajoutée parce que ce n'est pas très valorisant. Ils ont envie d'avoir de l'impact. Donc en fait, c'est aussi notre rôle de dirigeant d'investir de l'argent dans ces solutions digitales pour vraiment que l'entreprise passe à l'étape d'après. Parce que beaucoup de sociétés disent « Ah, maintenant c'est bon, il y a l'AI, je veux faire de l'AI ». Mais, entre guillemets, ils veulent apprendre à sauter à la perche à 5 mètres alors qu'ils n'arrivent pas encore à passer une haie de 1 mètre. Donc, en fait, on a quand même passé certaines étapes. Et je pense que les PME, mais on le ressent dans le marché, il y a vraiment une tendance où ces outils sont en train d'arriver. Donc, on parle de CRM, on parle de RP et vraiment d'avoir de plus en plus d'intégration et d'arrêter. Moi, je crois qu'il y a aussi eu trop une tendance dans l'IT à vouloir faire du sur-mesure, à chaque entreprise avec presque son propre RP, son propre CRM. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une culture du standard. Et il faut prendre des standards du marché qu'on peut adapter en fonction de son activité, mais prendre des standards du marché pour ne pas avoir à chaque fois besoin de reconstruire la roue. Et puis, typiquement, quand l'AI arrive, aujourd'hui, nous, en effet, Silicom, on vend beaucoup de solutions Microsoft, mais c'est vrai que l'AI, aujourd'hui, l'AI est embarqué dans tous les outils Microsoft. Donc on n'est pas en train de se dire oh mince, mais est-ce qu'on va rater un train, on a telle solution, on va rater un train parce que c'est déjà intégré. Donc en fait on se dit plutôt comment on va l'utiliser.
Et ça, c'est intéressant. On est déjà dans la pratique, alors que beaucoup de RP, que les gens ils avaient leur propre RP, ou des petites entreprises qui avaient leur propre RP, ils vont dire l'AI, elle sera disponible dans 18 mois. Donc en fait, ils ne sont pas en train de travailler sur comment l'implémenter, ils sont en train de travailler comment la mettre dans le système. Et ça, c'est pas. On perd du temps. C'est clair. Ouais. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une transformation. Les entreprises vont devoir de plus en plus encore se digitaliser plus fortement. Et l'AI va être un accélérateur parce que les entreprises qui auront ces systèmes et celles qui ne l'auront pas, ça va créer une différence. Donc, si je reprends le domaine des assurances, donc là, très concrètement, tu penses que l'IA va vraiment apporter une plus-value dans le domaine ? Je pense que il y a des secteurs comme ces domaines-là de l'assurance, c'est des game changers gigantesques. En fait, tous les endroits où il y a des tâches, pardon pour mes anciens collègues, à certains niveaux, il y a des tâches à haute valeur ajoutée, mais il y a plein de tâches à très faible valeur ajoutée qui coûtent très cher. Tu peux en citer comme quel genre de tâches des tâches, par exemple, je te donne un exemple, de faire un comparatif d'assurance. Ouais, okay. Tu vois, où quelqu'un va passer une journée à comparer une solution A et une solution B, puis de faire un rapport pour faire ça. C'est pas très valorisant. C'est plus intéressant si la machine le faisait, puis que quelqu'un venait le contrôler, puis amener la technicité. Tu vois. Donc, il y a plein d'endroits où vraiment ces outils, je pense que c'est des secteurs qui vont être bien plus transformés que d'autres environnements, quoi. Donc, l'assurance, clairement, ça va être un game changer. Ok. Tu as parlé de RP. Vous, chez Silicom, c'est surtout du Microsoft ? C'est Business Central, et on a fait avec Business Central, où vraiment c'est un choix qu'on a fait. On avait différents modèles, et maintenant on s'est axé vraiment sur Business Central pour devenir vraiment des experts de Business Central. Et chez Qualibroker, vous aviez quoi comme ERP ? On avait un ERP qui était métier, ok, d'accord. qui s'appelle Brokinsoft, qui était métier. Mais après, voilà, il faut créer l'environnement. On peut créer quand même des applications Microsoft autour. Il y a quand même des choses à faire. Et on a fait des choses, mais on pouvait encore aller beaucoup plus loin. Et ils sont en train d'aller beaucoup plus loin. Tu connais la fiduciaire de Tang et de sa femme ? Oui. Vous bossez un peu ensemble ? Pas du tout. Pas du tout. Mais on se connaît, mais je n'ai jamais bossé avec. Parce qu'eux sont très Microsoft. Oui, tout à fait. Ouais, je sais qu'il est très fan de Microsoft. Tu parlais de l'aide à la rédaction avec les outils IA. J'imagine ChatGPT. Oui, par exemple. Ouais, ou ChatGPT ou dans Bing, l'outil de Microsoft, ou dans Copilot, comme ils l'appellent maintenant. Pour quel type de rédaction ? Moi, ça va être différent. Des réactions, typiquement, pour le blog bilan, ça peut m'aider. Ça peut me faire gagner du temps. Quand je dois préparer également la communication, je dois faire un PowerPoint pour l'interne, pour une présentation interne, ça me permet de rédiger, de gagner du temps. Donc c'est quand même intéressant. Des fois aussi qu'on a écrit dans une autre langue, en anglais, ça permet de faire des traductions qui sont rapides. Après moi je suis très nul, je suis très mauvais à écrire, je fais plein de fautes d'orthographe, je fais des fautes de syntaxe dans tous les sens. Donc pour moi c'est des outils miracles, ça m'aide vraiment. Alors je ne peux pas faire mes mails au travers de ça, quand même pas à ce point-là, mais malgré tout ça peut quand même m'aider fortement au quotidien. J'aimerais revenir sur une partie Qualibroker. J'ai noté au début quand tu parlais, quand je t'ai posé la question justement pourquoi avoir fait cette transition de Qualibroker à Silicom Group. Tu as parlé de l'émotionnel, il y a quand même eu tout un aspect émotionnel. Effectivement, à 22 ans, hein, oui. c'était vraiment le début dans le domaine. C'était la création de ton entreprise, qui ensuite a grandi par acquisition, puis qui s'est fait racheter. Vous avez intégré un groupe, etc. Émotionnellement, donc après 22 ans, 8, 10, presque 20 ans en fait. Presque 20 ans, exactement. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que tu as ressenti Alors bon, moi j'ai un caractère, j'ai un fonctionnement où j'ai tendance à pas trop regarder en arrière, à toujours aller devant. D'accord. Donc j'ai tendance à être un peu des fois froid par rapport à ça, mais je me cache un peu la réalité. Je me cache la réalité de mes émotions. Bien évidemment, quand la première fois on doit dire aux collègues, voilà, je dois entre guillemets quitter l'aventure. Et puis ce qui était émotionnel, en fait, j'étais quand même assez détaché de l'entreprise. Ça, c'était une chance parce que j'ai eu le temps de me préparer. Mais par contre, c'était compliqué pour moi autour avec les gens. Parce qu'on a quand même créé ce voyage, cette aventure avec des personnes qui ont fait que l'entreprise est devenue ce qu'elle est devenue. Et puis, c'est clair qu'émotionnellement, d'un coup, se dire, tiens, on va plus travailler ensemble. Rien que de se dire, on va plus s'appeler tous les jours.
certains collègues. Rien que ça, avec l'amitié qu'on avait pour là, alors c'est l'amitié professionnelle, hein, mais ce plaisir qu'on avait de travailler ensemble, ça j'avais peur de me dire, une de mes craintes, c'est de me dire, ah, est-ce que je vais retrouver au sein de Silicom cette même alchimie avec les gens, ce même plaisir de travailler ensemble. Ça, c'était une de mes grandes craintes. J'ai eu beaucoup de chance, c'est hyper bien passé. Et, aujourd'hui, c'est clairement le cas. Mais c'est vrai que ça, émotionnellement, c'était difficile. Par contre, c'est l'image. Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression que je les abandonne parce que voilà, je pars, mais vous, débrouillez-vous avec la suite. Et ça, c'est pas simple. Aussi, il faut s'accepter de lâcher. Et moi, j'étais très transparent. Très tôt, quand j'ai pris la décision, je leur ai communiqué que j'allais partir. Très, très vite. J'ai vraiment... et puis, ça a mis plusieurs mois, mais très tôt, ceux qui étaient proches, je les ai informés pour qu'ils puissent aussi se préparer. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Voilà. On a fait, quand on est parti, on a fait une soirée avec vraiment les très proches. Bah, c'est clair, c'est émotionnel parce que voilà, on se rappelle toutes les histoires, tout ce qu'on a vécu, puis c'est là où tu te remémores ces moments-là. Mais j'ai pas de nostalgie. C'est parce que voilà, je pense qu'il faut avoir des projets, il faut avancer. J'aurai un excellent souvenir. Bien sûr, c'est émotionnel parce que c'était super, mais il faut aller de l'avant. Et puis disons que je recroise ou recroiserai pas, c'est pas grave, la vie elle est comme ça. Tu parles souvent de l'ego. Oui. C'est quelque chose que je retire de toi aussi, c'est savoir checker cet ego. On a tous un ego, plus ou moins grand, et qu'il faut pouvoir contrôler, maîtriser. Est-ce que quand justement tu quittes Qualibroker, alors que finalement pendant 20 ans on t'identifie, mais toi-même tu t'identifies potentiellement à Qualibroker, donc c'est vraiment presque une question d'identité selon. Après, bon, je pense que j'allais dire chance, j'aime pas trop employer ce terme, mais une force que tu avais, c'est justement, et que tu as toujours, c'est cette partie multitâche ou multi-activité. Donc, effectivement, tu étais président du conseil d'administration de Silicom Group, donc tu avais déjà cette casquette-là, donc finalement, c'était déjà intégré dans ton identité, dans ton ADN. Mais quand même, tu as laissé ta plus grosse activité à côté, enfin pas à côté, juste tu l'as laissé pour repartir sur d'autres activités. Socialement, justement l'identité, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, tu as ressenti quelque chose de particulier? Sur ce point pas, parce que j'avais toujours créé mon écosystème autour de moi, qui était plutôt autour du monde entrepreneurial que uniquement une société. Qualibroker était une partie importante de mon écosystème, mais ce n'était pas la seule carte de mon écosystème. Ce qui me faisait me permettre de rebondir sur d'autres choses et pas d'être perçu qu'avec une seule étiquette. Quoi. J'ai qu'une étiquette, mais je voulais qu'elle soit un cran au-dessus, qui était l'entrepreneur, plus que le dirigeant de Qualibroker. Ça, c'était un truc qui m'a beaucoup aidé. Donc, je n'ai pas ressenti du tout socialement. Au contraire, j'ai eu beaucoup de retours, même très positifs, de gens qui m'ont dit « tu as osé le faire, c'est pas facile, et c'est quoi la suite ?» Et puis qui sont très intéressés par les projets qu'on peut avoir. Donc ça, je n'ai pas vraiment eu de difficulté à lâcher ce bout-là. Ça ne m'a pas fait peur. Ça m'a pas fait peur. Et au contraire, j'étais même excité de me dire waouh, je vais avoir du temps, ça va ouvrir une porte nouvelle et je vais pouvoir réécrire les choses différemment et puis travailler sur d'autres projets. Donc ça, c'est ce qui me plaisait en fait aussi dans ce départ. C'est pas fait pour tout le monde. Hein. Là, il faut se remettre en question, mais c'était intéressant. Donc cet ego-là, puis j'ai pas ce côté où les gens disent ah là, je me sentais pas. Qualibroker, c'est une belle société, mais voilà, il faut revenir à sa place. Hein. C'est une entreprise qui a grandi vite, qui a réussi, mais voilà, je rencontre tous les jours des gens qui ont réussi bien mieux, bien plus. Donc c'est pas ça voilà. Moi, je veux être en paix avec moi, avec ce que je fais. Pas trop. J'essaie de minimum. On se compare toujours, mais j'essaie au minimum de me comparer. On avance avec son chemin et il faut être bien avec ça. Parce que si on se compare, on peut être que déçu tout le temps. Parce que plus on avance et plus on va se comparer avec des gens qui ont toujours mieux réussi, qui ont toujours fait plus. Et de nouveau, puis toujours qu'on mieux réussi avec notre œil à nous. Parce qu'on croit qu'ils ont mieux réussi, on croit qu'ils sont mieux. Puis combien de fois on entend près des histoires, mais en fait c'était beaucoup plus difficile. Donc chacun a son chemin et puis il faut le vivre comme ça. Ce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, c'est aussi alors il ne faudrait pas se comparer, mais effectivement on est humain, donc voilà, on se compare un petit peu, exactement, on fait.
mais c'est aussi de se comparer. Si on se compare et que ça devient négatif pour soi, c'est vraiment d'aller au bout de la comparaison. C'est-à-dire, imagine, tu te compares avec une personne qui est justement, selon tes critères, beaucoup plus à succès que toi, que ce soit financièrement, d'entreprise, peu importe. Va vraiment au bout, c'est-à-dire, ok, toi Grégory, aujourd'hui tu as des enfants, tu as une femme, est-ce que cette personne a des enfants, a des femmes? Oui, non, oui, ok, il a des enfants, à quel point est-ce qu'il les voit, à quel point est-ce qu'ils sont proches, séparés, pas séparés, si c'est quelque chose qui est des valeurs qui sont importantes pour toi, tu vois, tu vas sûr. vraiment au bout, et ensuite, en fait, en faisant cette analyse, c'est peut-être un petit peu espion glauque comme ça de dire ça, mais tu pourras toi-même te rassurer entre guillemets, ou vraiment redescendre et te dire bon, en fait je veux pas être cette personne-là. Et moi je trouve que c'est assez impactant, parce que aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on va de plus en plus voir des personnes qui ont fait des choses, qui ont créé des choses, qui sont là, qui ont fait ci, qui sont là en vacances, etc. Et en fait on voit que cette partie-là, cette belle image de la personne qui a la belle voiture, qui a la belle maison, qui a une entreprise de 200 personnes, 300, peu importe. Et on voit pas tout le reste derrière, on voit pas le revers de la médaille. Bien sûr, et puis on est dans un monde de communication, donc tout est positif, tout est beau, tout est joli, mais la vraie vie, elle est très loin de ça. Donc ces réseaux sociaux sont un outil de communication, mais en effet, il ne faut pas en prendre ça pour argent comptant. Et je pense qu'il faut être face à soi plus que face aux autres, puis il faut être bien avec soi-même. Il faut s'analyser, dire est-ce que ce que je fais me convient complètement, et puis prendre des décisions par rapport à où on veut aller. Mais c'est compliqué de savoir ce qu'on veut, de se regarder, puis dire mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux vraiment, pourquoi je fais ce que je fais. Ça, c'est des questions qui prennent du temps et c'est pas simple à toujours à y répondre. Et puis ça évolue en plus dans le temps. Parce que ce qui est vrai 5 ans avant n'est pas forcément vrai par la suite. Toi, tu te poses ce genre de questions, pourquoi je fais ce que je fais? Tout le temps. Tout le temps. Moi, c'est un driver qui est permanent de me poser la question pourquoi je fais ce que je fais. Quand j'ai d'un coup basculé sur Silicom, je me suis vraiment posé des questions en me disant est-ce que je fais plus que des conseils d'administration, par exemple? Est-ce que je veux être une personne comme ça, avec un autre positionnement? Je me suis posé ces questions-là pour essayer d'être aligné avec soi-même et puis que ça, d'être bien dans sa peau. Voilà, parce qu'on a c'est roller coaster, hein, des moments où ça va haut, des moments où ça va moins bien, et puis il faut être à son écoute pour essayer de trouver le bon équilibre. On essaie tous de trouver un certain équilibre. C'est pas parfait tout le temps, mais c'est dur à plein de moments. Il y a plein de fois tu te dis mais mince, pourquoi j'ai pris cette décision-là? Puis des fois il faut prendre un peu de hauteur. Quand tu vois, moi c'est ce que j'essaie de faire. Des moments c'est vraiment dur. Au tout début que j'ai repris Silicom, c'était vraiment, des fois c'était dur. Je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'étais me mettre dans ces difficultés-là alors qu'en guillemets c'était plus facile avant. Et puis je me dis mais pourquoi? Et puis en fait 6 mois après je me dis mais en fait parce que c'est ce que j'aime. Mais sur le moment j'étais pas convaincu que c'était ce que j'aimais. Ouais. Tu disais, tu as même eu des personnes qui t'ont encouragé, qui t'ont félicité d'avoir fait ce pas, donc vraiment de changer. Hein. Est-ce que tu as eu des détracteurs? Alors, je ne sais pas si j'ai eu des détracteurs. Je pense que ça fait plaisir pas mal de gens dans le milieu de l'assurance que je quitte ce milieu-là. Je pense qu'il y a quelques... Pourquoi? Je pense à toujours parce que voilà, qu'on a fait des choses comme ça, il y a toujours des jalousies, des historiques avec certaines personnes. Les choses des fois se font un petit peu avec la bagarre, donc c'est comme ça, ça fait partie du business aussi. Donc je pense que certains étaient assez contents que j'en sorte. Ça fait partie du jeu. Donc des détracteurs. Après les gens très souvent, disent assez peu en frontal ce qu'ils pensent vraiment. Donc voilà, après, c'est plutôt les parents qui pourraient dire d'un seul coup, est-ce que tu es sûr de ta décision? Voilà, c'est les gens qui sont plutôt, voilà, est-ce que tu es un petit peu paternaliste, qu'on pourrait nous dire, est-ce que tu as fait juste ou pas? Mais je dis ça comme exemple. En l'occurrence, à titre personnel, c'était pas vraiment le cas parce que voilà, maintenant, mes parents savent que je sais ce que je veux et je fais comme je veux depuis très longtemps. Donc, mais c'est plutôt des gens proches de ce type-là, mais c'est plutôt bienveillant. C'est-à-dire que ça vient. Ceux qui sont plutôt détracteurs, en tout cas, c'était plutôt bienveillant. Est-ce que t'es sûr, t'as bien réfléchi? Est-ce que voilà, c'est plutôt ce réflexe-là. Donc, j'ai personne qui m'a dit, voilà, non, tu fais n'importe quoi. Non, au contraire, non, j'ai eu franchement beaucoup de retours très très positifs, mais aussi parce que beaucoup de gens rêvent de faire ce type de choix. Les gens rêvent d'oser faire ce type de choix et c'est dur à faire. Et je comprends que ce soit dur. Donc en fait, les gens rêveraient des fois de dire mais j'aimerais aussi le prendre, ce choix-là, et il faut que je le fasse. Et donc ça, je pense que ça peut inspirer un peu les gens de dire mais en fait, même dans ces positions de très de confort, on accepte de se mettre en difficulté. Et c'est pas simple. Et je comprends...
avant, peut-être il y a 5 ans, j'aurais dit, ouais, non, mais les gens, ils le font pas, mais parce que voilà. Puis d'un coup, d'être vraiment dedans et face à la décision, bon, il faut avoir beaucoup d'humilité et accepter que c'est pas simple. Je pense clairement que c'est inspirant et que ça peut inspirer. Parce que je sais pas, toi, tu as la connaissance d'autres personnes qui sont changées, qui sont passées d'un domaine quand même très spécifique à un autre domaine complètement différent? Il y en a quelques-uns, non, il y a quelques entrepreneurs clairement qui sont très forts là-dessus, qui avaient basculé, mais peut-être qui n'étaient pas autant identifiés comme tu l'as dit, ou avec un business très clair, identifié, ou j'avais la casquette sur le front, quoi, l'autocollant sur le front. Quoi. C'est clair qu'un changement comme ça, avec un autre secteur complet opérationnel, il y a du challenge, il y a clairement quelques cas, mais c'est clair que ce n'est pas le plus courant. Mais je pense qu'on le voit le plus dans le côté salarié. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une entreprise avec un métier, avec un bon salaire, puis qui rêveraient de faire un autre métier, mais qui n'osent pas changer d'entreprise, changer de carrière. Donc et ça, c'est quand même quelque chose que les gens doivent faire et prendre ces risques-là. Et souvent, le bloqueur, c'est que malheureusement, c'est souvent l'argent. Et c'est souvent le bloqueur, c'est cette liberté de dire ah, mais mince, si je change de job, je vais pas le même revenu, comment. Et je me rends compte que l'argent, en fait, c'est le confort. Hein. Et ça, c'est un bloqueur énorme pour les personnes. Et il faut essayer de rester toujours, moi j'aime le terme de voyager léger, dans l'entreprise, mais aussi à titre personnel, d'essayer de rester, pour rester agile, il faut quand même ne pas être pris par 15 000 coups. Et après, bien sûr, plus on avance dans l'âge, on a des enfants, tout coûte plus cher, tout est plus compliqué. Moi, la chance que j'ai eue, c'est monter ma première boîte, j'avais 22 ans, pas de frais, voilà, je pouvais dormir dans une voiture si c'était que ça, donc c'était pas très grave. Donc c'est plus facile à prendre du risque à ce moment-là. Mais malgré tout, je pense que il y a une vraie question à se poser, c'est quoi la valeur du bonheur en fait. C'est quoi la valeur d'aller dans sa volonté, dans son envie, dans la passion dont on veut aller. Et pour moi, il n'y a pas beaucoup de... On est quand même en Suisse, on a un système une sécurité qui nous permet quand même de prendre des risques et de faire des choses. Après, il y a à côté de l'image sociale, beaucoup de gens souffrent beaucoup de ça, ou mince, mais qu'est-ce que vont penser les gens, voilà. Moi, je donne un exemple, je roule en Renault Zoé. Aujourd'hui, j'ai une Renault Zoé violette, où tout le bureau à l'époque se rigolait de ma Renault Zoé violette. C'est un exemple, mais je m'en fous. C'est pas, voilà. Mais parce que la voiture, c'est pour aller d'un point A à un point B. Alors, il y a des gens qui ont des magnifiques voitures parce qu'ils adorent ça et puis c'est des passionnés. Il y a zéro débat. Si ça te fait plaisir, c'est extraordinaire. Mais il y a trop de gens qui le font, je trouve, entre guillemets, pour donner le change ou pour justifier l'image et justifier en fait ce qu'ils font au quotidien. Regarde, je fais du 8h, 19h, mais parce que j'ai une belle voiture et c'est ce qui justifie. Mais ça crée que des malheureux parce qu'après ils ont une voiture, puis après il faut un truc de plus, puis tu cours après la mauvaise question. De nouveau, c'est que personnel, hein, c'est ma vision. C'est sûr que je parlais récemment avec un ami qui a une entreprise aussi d'une 40-50 personnes. Et aujourd'hui, il se pose certaines questions par rapport au temps, justement, et lui, s'il aime toujours être dans cette entreprise ou s'il ne pouvait pas faire autre chose que faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et là, il m'a très clairement dit qu'aujourd'hui, il doit, je dis doit, continuer parce que son rythme de vie actuel, donc c'est concrètement ses charges financières actuelles, personnelles, sont trop importantes pour que tout d'un coup il puisse pivoter ou faire quelque chose d'un peu plus risqué. Effectivement, il a 4 ou 5 enfants, donc bon, c'est aussi un coût financier. Mais donc, c'est vrai que c'est une notion qui est très importante, je pense. C'est intéressant cette analogie voyager léger. Et surtout, un autre point que j'aimerais relever, que tu as mentionné, c'est la chance qu'on a en Suisse. On a des parachutes pour tout. Moi, très honnêtement, je ne comprends pas comment une personne qui veut se lancer ne se lance pas en Suisse. Si tu loupes, tu as le chômage, tu as des aides. Tu as 2% de chômage, donc tu vas retrouver un job quasiment 3 jours après. Voilà, c'est 3 jours, mais assez rapidement. Tu vois, ouais, c'était jeune, pour les personnes plus âgées. Mais... Concrètement. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, une personne qui ne travaille pas, hors problème de santé ou psychologique ou autre, et je ne dis pas qu'il ne travaille pas dans son domaine, mais juste qu'il ne travaille pas,
Ça peut être dans des chaînes, des chaînes, que ce soit des McDo, des Migros ou autres. Mais du travail, il y en a. Aujourd'hui, il y en a. Donc pour moi, c'est vrai que j'arrive pas trop à comprendre en Suisse si on veut, si on a une idée ou autre. Il y a tellement de façons de pouvoir se lancer. Et ensuite, le cas échéant, on a un parachute, on a des parachutes. Mais effectivement, il y a aussi cette problématique-là. Si tu es selon ton âge et selon ton rythme de vie, euh, Et bah, c'est culturel, hein. En Suisse, c'est important d'avoir une belle montre, c'est important d'avoir une belle voiture, c'est des signes importants et c'est notre culture, on a été éduqués là-dedans. Donc en fait, les gens entreprennent assez peu, en fait. Alors, je pense que la génération qui arrive va entreprendre plus, heureusement. Bon, moi, je dis aussi des fois, c'est une chance, parce que heureusement que pas tout le monde entreprend, parce qu'on aurait beaucoup plus de concurrence, de façon très égoïste. mais, mais au-delà de ça, c'est que les gens on peut prendre plus de risques que ça. Et les gens ont besoin d'être rassurés. Mais c'est pas facile, de nouveau. On a une éducation quand même qui a été tellement... Il faut avoir un job sécurisé, faire tes études pour avoir un bon travail. On nous a quand même mis dans ce modèle-là, en fait. Mais je pense que c'est en train de changer. J'espère. je crois, j'ai l'impression aussi, de plus en plus. Après, j'ai l'impression que il y a. Alors, je ne sais pas s'il y a plus d'entrepreneurs, entre guillemets, je dis entre guillemets, quand moi je dis entrepreneurs, je parle de gens qui vont créer des entreprises avec un potentiel et autres, mais j'entends il y a de plus en plus aussi d'intrapreneurs, Bien sûr. donc dans des entreprises où tu vas laisser une certaine liberté et qui vont pouvoir se développer et créer, co-créer, et ça je trouve hyper intéressant aussi, parce que finalement, pas tout le monde a besoin de prendre le risque. Et après, au sein d'une organisation, ça demande quand même du risque pour plusieurs parties prenantes de créer d'autres business units ou autres et d'amener cette partie intrapreneur, donc entreprendre au sein d'une organisation. Ça amène quand même tout un côté hyper motivant, excitant, qu'on retrouve finalement quand on crée une entreprise. Et ça, je l'entends de plus en plus Bien sûr. d'amis. Donc, non, c'est réjouissant de voir la suite de comment on va évoluer. Avec l'IA aussi, de voir où on va aller, si on va tomber sur du Terminator ou si on va voler avec des voitures. Enfin, si on le verra, ça, on le verra. Et Grégory, comment est-ce que tu te développes, toi? Comment est-ce que tu continues à apprendre? Alors, bon, moi, c'est justement l'approche que j'ai. Alors, je lis quelques bouquins, quand même, toujours, mais c'est vrai que récemment, là, j'ai lu pas mal de biographies d'entrepreneurs ces derniers temps. Quel genre de biographie? J'ai lu Marc Simoncini, j'ai vu un autre de qui veut mon associé Bourbon, Anthony Bourbon, qui m'a fait rebondir sur un autre qui était un entrepreneur, un jeune, qui était Alec Henry, un peu cette nouvelle génération, qui est très loin de moi dans le modèle, mais je trouvais ça extrêmement intéressant de lire son bouquin sur l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est des choses que je trouve intéressantes. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je trouve extrêmement intéressant de pouvoir lire. Et moi, c'est quand même dans la rencontre j'essaie de rencontrer un maximum de gens, un maximum de nouvelles personnes, parce que je trouve que cette relation humaine, c'est enrichissant. Et puis d'avoir du temps d'échanger avec les gens aussi, de passer du temps, comme tu le fais. Aujourd'hui, tu fais un podcast où on prend du temps, et c'est long, ça permet d'aller plus en profondeur sur les échanges. C'est pas encore assez long, Voilà. à mon goût. Ok. Et ça, je trouve quand même, ça permet quand même d'aller loin, et c'est très enrichissant, il y a beaucoup à apprendre de ça. Moi, c'est comme ça que je m'enrichis. Et puis, en étant dans le multi-entreprise, c'est aussi à côté où moi, j'apprends des industries. Dans les conseils d'administration, j'apprends autant que je donne. Vraiment, j'ai plein d'apprentissages au contact de personnes, de problématiques d'entreprise, de société. Donc, c'est encore de cette manière-là que je continue à apprendre. Et je veux apprendre parce que c'est ce qui est appréciable et ce qui rend encore l'activité, le voyage intéressant. Mhm. C'est intéressant. Là, bon, c'est vrai que, étant donné qu'on a enregistré les épisodes toute la journée et qu'il y a eu Tang dans la journée, donc ça me fait directement penser à certains points dont on a parlé. Et typiquement, là, toi, ce que tu dis, c'est que tu t'enrichis. Alors, il y a une partie livre, lecture, il y a une partie relationnelle. Tu rencontres énormément de gens et tu parles avec les gens et de facto, tu vas apprendre. Et cette partie conseil d'administration entreprise, maintenant qui investit passablement dans des startups, lui, typiquement, il va s'enrichir
grâce à l'investissement dans les startups, parce qu'il va parler avec les fondateurs, les cofondateurs, qui vont lui apporter aussi beaucoup d'input, d'informations. Et donc c'est intéressant de pouvoir allier des points comme ça de personnes différentes qui se ressemblent, de la même région. Bien sûr. Ouais. Et j'avais un concept que j'ai instauré depuis un certain temps, c'est que l'un de mes anciens ou l'une de mes anciennes invitées pose une question à une future invitée sans savoir à qui il pose cette question. Et malheureusement, là, étant donné que les deux invités sont passés très rapidement, j'ai pas encore obtenu leurs questions, mais je vais... Alors normalement, je le fais pas, je ne sélectionne pas, c'est vraiment l'ancien invité et je pose la question au prochain. Je sais, à chaque fois je demande une seule question, mais j'ai des invités qui m'en envoient deux. Donc là, je vais piocher une question d'un invité qui m'avait envoyé deux questions et que je n'avais pas posé à la fois où j'avais posé cette question. Donc la question est la suivante. Quelle est une vérité inconfortable que tu penses que tout le monde devrait entendre et comprendre, et pourquoi? Ouf, grande question, ça. C'est sur moi-même ou sur l'entrepreneuriat Alors ça, c'est une question ouverte. tu pars où tu veux. Comme je le sens. Ouais, comme tu le Répète-moi sens. la question, comme ça je tape pas à côté. Quelle est une vérité inconfortable que tu penses que tout le monde devrait entendre et comprendre, et pourquoi? Je crois que je vais revenir sur ce qu'on a parlé, sur la dimension économique. Je crois que c'est quand même ce côté voyager léger, c'est une vérité que si on veut aller loin, entre guillemets, je donne toujours cet exemple, si on veut gravir une montagne qui est comme ça, si on a 200 kilos sur le dos, on n'y arrive pas. Et des fois, en fait, les gens, dans leur choix, je vois beaucoup de gens qui veulent entreprendre, qui veulent grandir, mais qui d'un seul coup se chargent de poids personnel. Et en fait, ils espèrent pour y arriver, puis en fait, ils s'épuisent, puis ils n'y arrivent jamais. Donc, je pense que c'est une vérité que malheureusement, le business, si on veut être entrepreneur, le côté économique, c'est un sujet. Et que on doit accepter de faire certains sacrifices de ce côté-là pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir gravir la montagne et dans ce côté voyager léger. Donc c'est une vérité pour moi, mais qui n'est pas toujours agréable à entendre parce que c'est pas cool. Mais je pense que c'est assez une réalité. Dans ce sens-là, est-ce que toi tu es propriétaire aujourd'hui? Oui. Ok. C'est vrai que ça justement, j'en reviens à l'épisode précédent avec Mahandri. On a parlé de cette question financière et de se dire qu'effectivement, en tout cas au début, quand tu te lances, si tu commences en mettant tout ton argent dans ta propriété, que ce soit appartement, maison, après tu n'as plus rien, tu peux plus investir dans ton propre business, tu peux plus développer, potentiellement tu perds des potentielles activités, des acquisitions. Donc ouais, c'était une question pour moi, propriétaire, pas propriétaire. Donc là, normalement, avec ma femme, dans 2 ans, on va acquérir un bien immobilier. Mais c'était une vraie réflexion. C'est un choix. Exactement, c'est un choix et qui est, pour moi, qui justement est encore besoin de potentiel capital pour pouvoir investir. Et ça fait poser certaines questions. Je crois que c'est important. Ouais, exactement. Et Grégory, on a fait le tour. Est-ce que, avant que je te pose ma dernière question, est-ce que tu as d'autres points qu'on aurait peut-être oubliés ou que tu voulais absolument... Non, je crois qu'on a fait bien le tour. Tu m'as bien amené aux différents endroits. J'avais 2-3 messages à passer comme toujours, mais j'ai pu les passer, donc j'en suis très content. Magnifique, c'est parfait. Grégory, tu avais déjà répondu à cette question. Moi, ça m'intéressait de savoir si ça avait changé. Qu'est-ce que le succès pour toi? De nouveau, le succès, c'est pour moi, ça a peut-être changé, je ne me rappelle plus ce que j'avais dit à l'époque, mais c'était en effet d'être aligné avec. Pour moi, c'est vraiment d'être aligné avec soi-même. Pour moi, c'est le vrai succès. Si on a à choisir où on va et ce qu'on fait, et qu'on arrive à répondre à cette question de où on veut aller, pourquoi on le fait, de la manière où on veut le faire,
Et ben pour moi, c'est un énorme succès parce qu'on a tout l'environnement, tout l'écosystème, toute la société qui nous met des bâtons dans les roues pour pas vraiment faire comme on veut. Donc si on a à faire un peu comme on veut et qu'on a planifié de le faire, ça c'est un vrai succès. Et ça, c'est quoi? Être aligné avec ses valeurs, être aligné avec ses valeurs et puis la façon dont on veut vivre, avec faire ce qui nous plaît. Voilà, de faire l'activité qui nous plaît, si possible, passer du temps avec les gens qu'on a envie de passer du temps. Voilà, c'est toute cette dimension qualité de vie, on va dire. Et si on a à avoir cette qualité de vie, je pense que quelqu'un peut en effet travailler à la Poste, avoir un magnifique travail à la Poste, adorer son job, faire pour aller avec les enfants, partir en vacances quand ils peuvent partir en vacances, ainsi de suite. Et ça, pour moi, c'est déjà un succès. S'ils se complaisent dans ce modèle-là et qu'ils ont du plaisir, c'est du vrai succès. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as du succès? Sur cette partie-là, sincèrement, oui. J'ai de la chance et je pense sur ce point-là d'avoir, depuis plusieurs années, d'être dans ce succès parce que j'ai la chance de pouvoir faire quand même ce que je veux avec du temps et j'étais assez rigide pour pas sortir de mon cadre, donc j'ai beaucoup respecté ce que je voulais faire, donc ça pour moi en effet j'ai eu du succès. Quand tu dis sur cette partie-là? Parce que j'ai une partie de mon ego et de mon côté compétitif qui aimerait toujours faire plus et qui aimerait toujours aller plus loin. Donc, il y a toujours cette dualité qui est face à soi-même, bien évidemment. Mais donc, succès, oui, mais j'ai toujours envie de faire plus et mieux, bien évidemment. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte, c'est normal. mais justement, aujourd'hui, c'est quoi faire mieux? Faire mieux, c'est d'atteindre les objectifs que je me suis fixés en challenge, voilà, d'atteindre l'objectif de l'agrandissement de l'entreprise. Mais si j'y arrive pas, ce sera pas très grave. Franchement, ce sera pas une catastrophe. C'est un challenge je me mets face à ce défi-là. Et j'ai aussi besoin, moi, pour être bien, j'ai besoin de ces défis-là. Donc je sais que pour être bien dans mon succès, entre guillemets, j'ai besoin de ces défis pour avancer. Ok. Grégory, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super comme d'habitude. Tu es un habitué. Ouais, alors, deuxième fois. À tout bientôt. À bientôt, merci. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Et pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Oumana sur ta plateforme de podcast préférée et sur YouTube. Et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Si tu veux rester informé à propos des événements d'IFJ, je t'invite à t'inscrire à leur newsletter en allant sur leur site ifj.ch. Rendez-vous le dernier lundi du mois de juin pour un épisode dans lequel on parlera de sport et de son industrie. Ciao, ciao!